particularités du modèle associatif. Petite technique du coup, est-ce que Ayoub, Marie, vous m'entendez bien? Super. Ouais, parfait. Parfait. Bon, ben, on peut y aller. Alors, par rapport à mon parcours, donc moi, je vous parle de Marseille. J'ai 15 ans d'expérience dans 3 secteurs complémentaires. J'ai commencé en cabinet d'experts comptables, conseil et commissaire aux comptes. Donc, ça m'a permis de voir vraiment le côté financier pur des entreprises, quelles qu'elles soient, sur différentes manières d'être commissaire aux comptes, faire de l'audit interne, externe. Donc, c'est des choses qui, là, sont floues, mais j'espère qu'après la masterclass, vous allez y voir un peu plus clair. Deuxième parenthèse, j'ai eu un pied en politique. J'étais en backstage, où j'étais plutôt directrice de campagne, où j'ai pu conseiller justement au niveau législatif des candidats et j'ai pu travailler avec des élus. Donc, pareil, ça m'a permis d'avoir un deuxième volet. D'une part, donc connaître le langage des structures privées, ensuite connaître le langage au niveau des politiques. Et ma troisième casquette, c'est l'économie sociale et solidaire. Vraiment tout le secteur public en ayant travaillé dans des grosses associations et fédérations, en étant moi-même actuellement trésorière depuis sa création, depuis 8 ans, des Canaux, la Maison de l'économie solidaire et innovante du Grand Paris, qui est une grosse structure, ce qui fait que j'ai un pied autant en termes d'expertise technique que je vais vous apporter, mais je suis également bénévole et membre d'un conseil d'administration, ce qui me permet aussi du coup de vous apporter du concret pendant cette masterclass. Alors, par rapport au modèle associatif en France, il ne cherche pas donc à rémunérer les actionnaires par rapport aux entreprises privées. Son acte est désintéressé. Donc, en fait, ces structures ne poursuivent pas d'autres objectifs que d'accompagner au mieux les personnes vulnérables. Alors que, on le voit, et ça a démarré déjà dès la création des associations et ça se poursuit, on est confronté à plusieurs transformations à long terme, le vieillissement de la population, la croissance de la demande d'asile, des besoins d'accès au sport, à des activités aussi de bien-être pour son quotidien. Le secteur en fait associatif est un acteur pertinent pour répondre à ces défis et j'imagine bien que vous avez créé des associations aussi pour répondre à des défis. Et j'ai hâte de savoir lesquels. Du coup, il y a une loi qui a été qui est passée le 1er juillet 1901. C'est pour ça que vous entendez souvent le modèle associatif de loi de 1901. C'est simplement parce que ça a été le 1er juillet 1901 que le texte, c'est lui qui encadre toutes les associations situées en France et qui définit l'association comme une convention par laquelle 2 personnes au minimum mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but de partager des bénéfices, de ne pas partager des bénéfices justement, d'où le terme à but non lucratif. Vous savez, vous entendez, comme j'ai dit, souvent des termes, but non lucratif, loi 1901. J'aimerais que ce ne soit plus flou pour vous et que vous vous rendiez compte du coup qu'on dit loi 1901 parce que c'est depuis le 1er juillet 1901 qu'on a le cadre, qu'on dit à but non lucratif parce que justement, il n'y a pas d'actionnariat et que les bénéfices sont réinjectés automatiquement dans l'association. Alors, la place des associations dans l'ESS aujourd'hui, dites-vous que ça représente au moins 80% des structures de l'économie sociale et solidaire qui est passée en 2014, la loi. Les 20% restants, c'est tout ce qui est mutuelle, coopérative, je ne sais pas, peut-être vous avez entendu parler des SCOP. Donc, ce sont les coopératives. Alors, les objectifs de cette masterclass, c'est de partager avec vous les spécificités du modèle associatif en France, d'échanger sur la gestion des ressources humaines, notamment faire un gros zoom sur la gestion des bénévoles, parler aussi des enjeux financiers des associations et les obligations juridiques. Donc vraiment, on va commencer par le cadre, avec le premier point, les aspects juridiques, la gouvernance associative. À ce moment-là, il y aura un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à noter vos questions. Et il y aura un temps d'échange qu'on aura où vous pourrez me poser vos questions. D'accord? Ensuite, on va échanger sur les financements des associations. Donc, je suis, comme je l'ai dit, vraiment experte là-dedans. Donc, je pourrais vraiment répondre à toutes vos questions de manière assez technique. On va échanger aussi sur un cas pratique.
Ensuite, par rapport aux ressources humaines dans les associations, donc la partie salarié versus bénévole, pareil, il y aura un moment, un cas pratique où on pourra avoir un temps d'échange. Et enfin, on va faire un zoom spécifique sur la gestion des bénévoles. Idem, on aura un moment de cas pratique. Comme ça, au moins, vous savez à quel moment on aura sur chaque point un moment d'échange entre vous et moi. D'accord? Alors, on va commencer sur les aspects juridiques et gouvernance associative. Soyons clairs, ce n'est pas le sujet le plus funky. Mais je vais vous donner un argument qui va faire que vous allez l'aimer. Dites-vous qu'une association, c'est une personne morale, d'accord? Nous, on est des personnes physiques. En fait, si vous voulez, l'association reste aussi une personne. C'est comme un bébé dont il faut prendre soin. Et en fait, dites-vous que les aspects juridiques, plus vous les maîtrisez, mieux c'est géré dès le début et plus vous allez protéger votre projet le plus longtemps possible. D'accord? C'est pour ça que la partie juridique est importante. La gouvernance, c'est les personnes qui vont prendre des décisions tout le long de la vie de votre association. Donc, pareil, plus vous êtes au courant en amont, plus vous êtes au courant des leviers juridiques de votre association, et mieux vous allez pouvoir avoir une gestion courante. D'accord? Alors, par rapport aux aspects juridiques, donc je vous l'avais dit, c'est la loi du 1er juillet 1901. Il y a au moins 2 personnes pour pouvoir créer une association et avoir un projet en commun. Je vous mets juste la petite différence. Alors, attention, pour créer une association en Alsace-Moselle, les règles sont différentes. Je vous le dis, comme ça vous l'avez dans le coin de la tête. Peut-être qu'un jour vous irez en Alsace-Moselle. En fait, dites-vous que la loi a été créée en 1901 et que l'Alsace-Moselle avant était allemande et qu'elle est devenue française en 1918. Et en fait, depuis, ils n'ont pas mis à jour la loi. Et du coup, l'Alsace-Moselle continue à appliquer des lois allemandes, tout simplement. Mais comme ça, au moins, vous savez que c'est toute la France, hormis l'Alsace-Moselle. Alors, première étape de la création de votre association, c'est les statuts de l'association. En fait, ça décrit son objet. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Un conseil, n'écrivez pas un objet trop précis, d'accord? Essayez d'avoir l'objet le plus large possible pour pouvoir, au fil de votre association, quand vous allez avoir des projets, de ne pas être coincé parce que vous avez dit, par exemple, mon association va faire du foot, enfin, dans le sport, va faire du foot pour les 18-20 ans. Vous voyez? Si c'est trop précis, ça veut dire tout ce qui est en dehors ne peut pas rentrer dans l'objet de l'association. Donc, un grand conseil, et ça, c'est le même conseil que je donne aux entreprises, hein, c'est d'avoir l'objet le plus large possible. Ensuite, on va voir donc les règles, le fonctionnement, les organes qui fonctionnent. Donc, en fait, le fonctionnement des instances dirigeantes, la fixation de l'ordre du jour des assemblées générales, la démission, c'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un doit démissionner, c'est sous quelles conditions, l'exclusion d'un membre, sous quelles conditions, la rémunération des dirigeants est pareil, sous quelles conditions, la modification possible des statuts et la dissolution de l'association. Donc, en fait, d'une manière juridique, c'est les différents articles de vos statuts qui sont, comme je l'avais dit, à bien penser dès le début pour qu'ensuite vous soyez tranquille et surtout vous avez protégé l'association. À la fin de la masterclass, il y a des ressources que je vais vous partager. Il y aura pas mal de ressources. Moi, j'avoue que j'aime bien me tenir au site du gouvernement parce que c'est là où vous avez vraiment les dernières lois à jour. Donc, je vais vous partager le guide pratique des statuts et aussi quels sont les articles à mettre dans les statuts. Alors, en complément, quand vous avez déposé vos statuts, il peut y arriver que vous oubliez des choses organisationnelles du quotidien. Pas de panique. Il y a le règlement intérieur qui est là aussi pour organiser le fonctionnement quotidien de l'association. Donc, il y a vraiment ces 2 outils à avoir en tête. Ensuite, le siège social. Je vais vous en parler parce que cette question me revient très souvent. Où est-ce que je mets mon association? Alors, le mieux, c'est de le mettre dans une adresse qui bougera le moins possible. Parce que dites-vous qu'à chaque fois que vous changez une information de votre association, vous devez redéposer, changer à la préfecture. Donc, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Donc, c'est pour ça que dès le début, si les choses sont bien faites,
Au moins, vous êtes tranquille pendant un moment. Après, vous n'êtes pas à l'abri de changer d'adresse, c'est pas grave. Donc, des exemples. Ça peut être le domicile d'un des membres, vous avez le droit. Un bâtiment communal. Quand je dis un bâtiment communal, c'est par exemple la maison des associations. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui appartient aux communes, mais vous avez le droit d'y mettre votre adresse. Ensuite, un local ayant vocation à être loué ou acheté par l'association. Donc, tout simplement la location. Mais pourquoi je dis location et achat? Parce que c'est possible qu'une association souhaite le faire. Alors, par rapport à la création de l'association, pareil, on me pose souvent la question, quelles sont les étapes pour pouvoir la créer? Et c'est vrai qu'il y a tellement d'informations que je vous ai simplifié les démarches qui sont présentes ici. Je vous ai même mis le lien. Quand vous aurez le support pédagogique, vous pourrez cliquer dessus. Donc, il y a la déclaration qui peut être faite soit en ligne, soit par courrier, soit vous allez sur place. Il y a un formulaire de déclaration préalable d'une association. Dites-vous que c'est la carte d'identité de l'association. C'est vraiment toutes les informations qui vont contenir l'association, c'est quoi l'objet, les membres, les valeurs, les missions et toutes les informations, donc l'adresse relative à l'association. Ensuite, il y a un document de déclaration de la liste des dirigeants. Et donc, sur ce document, il faut indiquer le nom, la profession, le domicile et la nationalité des dirigeants de l'association. Donc, comme je l'ai dit là au démarrage, vous serez sûrement 2-3. Et ça, par contre, c'est souvent une liste qui est mise à jour quand ensuite vous avez d'autres personnes qui vont rejoindre l'association. D'accord? Alors, ensuite, quand vous avez ça, la déclaration, elle s'effectue au greffe des associations du département où l'association aura son siège social. Donc, vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. C'est une région, non? Non. PACA? Ayoub, il est en Île-de-France Ah, j'ai et cru que Marie, c'était elle est en Aura aujourd'hui. Bretagne. Ah Ouais, ouais, mais en super, je fait, me on a suis des entrepreneurs trompée. d'un peu partout. Non, Eh non, ben, On est les mais super. expats. c'est mon Bah, ça expertise. marche. Eh ben, ça marche. Donc, bah, ça marche. Je pensais que j'avais vu Aura, pardon. OK. Oui, mais en Donc, fait, c'est bien Aura, Basma, mais simplement on va dire qu'une partie de la promotion est statistiquement en Aura quand c'est Aura, en PACA quand c'est PACA, etc. Mais d'autres entrepreneurs pour qui c'est le bon moment pour rentrer dans le programme, même s'ils sont dans le nord de la France, en Île-de-France, en Bretagne ou autre, peuvent en fait intégrer une promotion, même s'ils sont géographiquement éloignés du lieu d'organisation des campus. ça marche. Bon, bah alors, votre région, mais justement, donc en fait, où sera votre adresse? Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas prendre la région, mais le département. Voilà. C'était juste ça. Et par rapport au département, de voir quelle est l'adresse du greffe des associations pour pouvoir faire le dépôt de la déclaration de votre asso. Ensuite, la deuxième acte à faire, c'est la publication d'un extrait de sa déclaration au journal officiel des associations. Je sais, ça peut être super flou, j'allais dire tarpin flou, Marseille, arrête. Du coup, pour ça, en fait, on va directement en ligne via le téléservice. Pareil, pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le site du service public, vous cliquez dessus, vous faites la déclaration dans le journal officiel des assos. Sachez que c'est l'acte décisif pour rendre juridiquement votre association créée, on va dire. D'accord? Donc, il ne faut pas se dire qu'en faisant la déclaration, c'est terminé. Il faut faire et la déclaration et la publication dans le journal officiel. Dites-vous que quand vous faites la publication dans le journal officiel, pourquoi c'est important? Parce que souvent, quand vous répondez à des appels à projets, c'est un des documents qui est demandé par le financeur. D'accord? Alors, ensuite, par rapport aux instances dirigeantes d'une association, donc tout à l'heure, je vous en ai parlé, il y a deux choses à avoir en tête. C'est l'Assemblée générale, qui est une obligation qui est écrite dans la loi 1901. D'accord? C'est-à-dire que la loi 1901 vous dit que vous êtes obligé d'organiser une Assemblée générale obligatoire, justement, une fois par an, pour faire juste les points que je vais vous dire juste après. Ensuite, en deuxième point, on va avoir le conseil d'administration. Mais sachez que par rapport à la loi, ce n'est pas une obligation. D'accord? Mais c'est vraiment conseillé. Et du coup, c'est conseillé, comme ce n'est pas dans la loi 1901, c'est conseillé d'indiquer sa procédure dans les statuts. Alors, par rapport à l'Assemblée générale,
Donc, les statuts ou un règlement intérieur fixent la périodicité des réunions. J'ai trouvé que c'était important de vous le dire parce que si demain, c'est vous les présidents et présidentes, d'avoir vraiment en tête comment on organise une assemblée générale. En vrai, ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir les points en tête. Ce qui est important, c'est de dire combien de fois par an. Là, ça peut être d'autres assemblées générales, pas ordinaires, mais ça peut être les exceptionnelles. Vous pouvez dire, l'Assemblée générale se réunit 3-4 fois par an pour parler de différents sujets organisationnels de l'ASSO. C'est important d'indiquer les conditions de convocation. Oui, oui. Il faut dire comment la convocation de manière officielle va être faite, par courrier, par mail. Ensuite, comment vont être les votes? Est-ce que c'est à l'unanime, à la majorité, par rapport au point? Et il faut le quorum. Je vous en parle dès maintenant de ce mot quorum parce qu'il va revenir et au moins comme ça, vous allez savoir ce que ça veut dire. Le quorum, c'est-à-dire le nombre minimum exigé de personnes présentes à l'Assemblée générale pour dire c'est bon, on peut lancer la réunion. Sachez que s'il n'y a pas le quorum, on ne peut pas lancer l'Assemblée générale et il va falloir la reporter. Je vous assure que c'est un point essentiel. Il y a des assemblées générales qui ne sont pas faites, qui sont reportées, qui sont encore repoussées parce qu'on n'a pas le quorum. On va dire que c'est un aspect politique qu'il faut avoir aussi en tête quand on est présidente d'une association, de faire en sorte que les membres du conseil d'administration viennent suffisamment en nombre pour pouvoir faire avancer la vie de l'association. Alors, la tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes. Nomination et convocation des dirigeants, approbation ou rejet des comptes annuels. Les comptes annuels, c'est la partie financière, on en parlera juste après. Je ferai vraiment un zoom là-dessus. La modification des statuts, c'est bien ce que je disais juste avant. Si vous décidez de modifier les statuts, sachez que le conseil d'administration, enfin l'Assemblée générale va devoir voter le changement. L'engagement d'une action en justice, l'exclusion d'un membre. Je vais passer directement au conseil d'administration pour vous expliquer pourquoi c'est important tout de même d'avoir un conseil d'administration. Donc, en fait, pourquoi c'est important d'avoir un conseil d'administration? Parce qu'il est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association. C'est lui qui peut vous aider à préparer le budget, à suivre son exécution, à préparer les réunions de l'Assemblée générale, à mettre en œuvre ses décisions. Pour vous donner un exemple du conseil d'administration dans lequel je suis membre de bureau, en fait, si vous voulez, ça nous permet vraiment aussi, vis-à-vis de la gestion courante de l'association, de faire en sorte que la mission, les valeurs et la vision de l'association ne dérivent pas. On est un peu les gardiens et gardiennes. C'est-à-dire que nous, on est bénévoles, donc on n'a pas de lien financier, mais notre rôle, c'est de vous conseiller, mais aussi d'être garant, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des choses qui se passent qui ne sont pas du tout le cap que l'association souhaite avoir, premièrement. Deuxièmement, le point positif, c'est que ça vous permet d'avoir des expertises complémentaires de personnes dont c'est le métier au quotidien. D'accord? Alors, par rapport à la tenue des comptes, donc, vous avez souvent un mot qui est assez flou. On entend souvent le mot clôture comptable. C'est un mot qui peut faire peur, mais je vais vous le démystifier. Vous avez 12 mois de compte annuel, d'accord? Le mieux, c'est de le faire sur une année fiscale de janvier à décembre. Il y en a qui le font sur une année décalée de septembre à août. Je ne vous le conseille pas. Vous rajoutez de la difficulté pour rien. Autant faire les 12 mois de janvier à décembre. Et en fait, le 31 décembre, il faut clôturer l'année. Il faut dire stop, on a fait nos 12 mois, maintenant il faut voir ce qu'on a fait pendant ces 12 mois. C'est ça une clôture. On clôture les comptes des 12 mois qu'on a eus pendant l'exercice de l'association. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça vous permet de produire des documents comptables clairs. Souvent, c'est gage de la transparence et de crédibilité auprès de votre communauté, des adhérents et des donateurs. En fait, ce qui est super important dans une association, c'est la transparence. C'est la transparence des informations, c'est la transparence des décisions et c'est aussi la transparence de la finance de votre association. Et la clôture comptable, quand elle est faite justement en suivant les règles comptables, ça montre aussi le sérieux de l'association. Sachez qu'elle est indispensable quand vous bénéficiez de subventions publiques. Les financeurs, ils la veulent absolument pour voir où vous avez utilisé les fonds.
et aussi parce que les subventions publiques ont eux-mêmes des réglementations, parce que les subventions publiques viennent aussi, entre autres, de nos impôts. Donc, eux-mêmes doivent suivre des règles, et dans une de ces règles, c'est valider la transparence de l'association. Elle se fait grâce à la clôture comptable. Alors, j'ai mis juste en nota bene pour que vous ayez en tête, j'ai aussi pas mal d'associations qui me posent la question, est-ce que je suis obligée de faire une clôture comptable? D'accord? La réponse est non, sauf si votre montant des subventions est d'au moins 153 000 € ou que les dons sont au moins de 153 000 €. Si vous atteignez ce barème, vous avez l'obligation de faire une clôture comptable. Pourquoi je trouve que ce point est important? Parce que les associations dont je vous parle qui viennent me voir, ce sont des associations qui fonctionnent à 100% avec des bénévoles. Il n'y a pas de salariés. Donc, ce sont des petites associations. Eh ben, vous avez le droit d'exister sans faire de clôture comptable, d'avoir un suivi de compte pour vous et de suivre tranquillement vos chiffres. D'accord? Alors, le commissaire aux comptes, vu que je l'ai été, je vois exactement ce que c'est. Dites-vous qu'on a notre valise noire, notre costume noir et on débarque dans les entreprises. Et en fait, on est vraiment commissaire, comme les commissaires de police. C'est-à-dire qu'on va, voir s'il n'y a pas de fraude au sein de la structure. Donc, on va vous contrôler. Mais ne vous inquiétez pas. Ouais, Ayoub, j'ai vu ta main, j'arrive. Mais on va vous contrôler. Et en fait, le contrôle, il faut le voir de manière positive. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire le maximum de choses. L'erreur est humaine. Mais sachez que quand on vient vous contrôler et qu'on voit des erreurs, vous pouvez les corriger. Ayoub, dis-moi. Ouais, j'avais une question. Le commissaire aux comptes, il intervient que si l'association prend au moins 153 000 euros, ou c'est à tout moment. Alors justement, regarde, juste en dessous, j'ai mis, merci pour la passe. Juste après, j'ai mis les conditions pour qu'il y ait un commissaire aux comptes. Donc, si l'association reçoit au moins 153 000 € de subventions publiques, Ok, il y a d'autres critères. Si elle bénéficie de dons dont le montant annuel dépasse 153 000 €. Et il y a ok, encore un autre critère qui est à peu près le critère des entreprises. Si elle a, alors, une activité économique qui répond là à 2 des 3 critères suivants, voilà, au moins 50 salariés, ok, au moins 3 100 000 hors taxes de chiffre d'affaires et au moins ok. 1 150 000 € dans le bilan. Et ça, c'est Waouh, les critères de l'entreprise. C'est d'accord. les mêmes critères quasiment que le milieu des entreprises privées. Ok. Donc, tu vois la différence avec les entreprises privées. Ouais, C'est-à-dire que nous, les associations, on va devoir plus rapidement qu'eux avoir un commissaire aux comptes parce que dès qu'on reçoit au moins 153 000 € de subventions publiques, on doit faire appel à un commissaire aux comptes. Alors que les d'accord. entreprises privées, les 2 premiers critères ne l'ont pas puisqu'ils n'en reçoivent pas. Mais par contre, au moins 50 salariés, au moins 3 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaires, 1 150 000 € de bilan, 2 des 3 critères fait que tu appelles un commissaire aux comptes. Ok, ok, ok. Merci. Je t'en prie. Et j'ai fait exprès de bien mettre ces infos sur la slide, comme ça tu l'auras aussi si tu te poses à nouveau la question. Merci. De toute façon, je suis encore loin de qu'un commissaire vienne me voir. Ouais, mais moi j'aime bien vous former du départ jusqu'à l'infini. Ouais, bien sûr. Mais un jour, il viendra, j'en suis sûr. Ah, ça c'est parfait, c'est ça qu'on aime. Ouais, Exactement. C'est-à-dire que là, moi je te dis, tu es tranquille, tu n'es même pas obligé de faire une clôture comptable, tu vois, je pars du début. ouais, Ensuite, je te ouais, dis que ouais. tu fais une clôture comptable parce que c'est plus sérieux pour les subventions publiques, les subventions privées. Et ensuite, je te dis que si tu grossis, attention, il y a un commissaire aux comptes qui arrive. En 3 étapes, en fait, l'info. Ok, ok. Merci. Je t'en prie. Marie, Bretagne. Oui, j'avais une question parce que justement, j'ai l'habitude des assos où on avait des commissaires aux comptes, donc pour moi c'était la base en fait. Je pensais que c'était même pour une asso de 10 joueurs de cornemuse pour faire la Bretagne, il y avait besoin de ça. Et du coup là mon asso elle est déjà créée, mais et je pensais qu'il y avait vraiment besoin de faire une clôture comptable, mais du coup c'est juste un suivi de comptabilité en soi. Mais sauf que comme au final, on répond à des appels à projets,
on doit, enfin, même le rapport annuel, enfin, ça vient peut-être après, pardon, mais c'est des documents que je pensais qui étaient un petit peu obligatoires à mettre dans des rapports annuels. Donc, même si on n'est pas obligé, au final, on doit un peu quand même le faire dans la pratique, on va dire, avec nos partenaires extérieurs, dès qu'on cherche des Alors, subventions. exactement. Alors, regarde sur la slide, j'ai mis une clôture comptable est indispensable quand vous bénéficiez de subventions publiques. Ok, ça, ouais. C'est obligatoire. Voilà. Par contre, Oui, c'est ça. ce n'est pas. Ouais. Oh, pardon, c'est seulement si par exemple c'est les adhérents, enfin dans des plus petites assos, si seulement par exemple c'est avec les adhésions qu'elles se financent, et dans ces cas-là, Pas ok. besoin. Ok. En fait, à partir du moment où tu vas avoir de l'argent public ou privé d'ailleurs, je dis privé, mais après, c'est les règles des fondations et des entreprises, hein. Ils sont libres, mais en général, ils le demandent. D'accord. Donc, dès que tu vas demander des subventions publiques, il faut que tu produises une clôture de compte. Une clôture, c'est un compte de résultats, un bilan et des annexes. Ouais. Ok. C'est ça les 3 documents d'une clôture comptable. Et ça, tu es obligé. Par contre, quand tu réponds à un appel à projet et qu'ils voient que tu as déjà au moins 153 000 € de subvention ou 153 000 € de dons, eux attendent un document complémentaire qui est le rapport du commissaire aux comptes. D'accord. Merci. Ah bah heureusement, hein. Parce que Ouais, franchement, si tu allais demander un commissaire aux comptes, ça allait être de l'argent dépensé et en plus, ça aurait été lourd, hein. Ouais, c'est bien, heureusement. Donc voilà, c'est en 3 étapes. Mais oui, dès que tu demandes de la subvention publique, clôture des comptes. Mais en fait, les assos dont je te parle, c'est des assos qui n'ont pas besoin et qui fonctionnent qu'avec des adhésions. C'est une asso sportive où ils ont 800 adhérents et ça suffit à faire d'autofinancement, tu vois, par exemple. Ensuite, et encore une fois, vous retrouvez toutes ces informations, le support vous sera envoyé. Donc, au cas où vous avez des doutes, tout sera ici. Alors, on va terminer même sur la partie, c'est bon, c'est bientôt terminé, la partie juridique. Et on va terminer avec la fiscalité. Mais vous allez voir pourquoi c'est super intéressant la fiscalité. Parce qu'en fait, dites-vous qu'en tête, le principe, c'est qu'il y a une non-soumission aux impôts commerciaux par une association. OK? Donc, les assos qui relèvent encore une fois de la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. Mais c'est quoi les impôts commerciaux? Dites-vous que c'est un pack avec 3 sujets. Le premier, c'est l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que si vous avez un bénéfice à la fin de l'année, vous payez un pourcentage sur ce bénéfice. D'accord? Quand vous êtes une association donc à but non lucratif, vous ne payez pas d'impôt sur ce bénéfice qui est entièrement réinjecté dans l'association puisqu'il n'y a pas d'actionnaire. Deuxième, la contribution économique territoriale. Pareil, exonération pour les associations, ça fait partie du pacte des impôts commerciaux. Et enfin, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, pareil, il n'y a pas de soumission. Donc, par contre, il y a des règles qui font que vous risquez de devoir payer ces impôts commerciaux. Et je vais vous dire quelles sont les règles pour éviter de tomber dedans. Donc, les associations qui deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu'il est admis qu'elles exercent une activité lucrative. En fait, il y a des critères qui expliquent en quoi une association n'est pas à but lucratif. Il y a un critère principal. Donc, c'est le point d'après. Les cas où l'association s'expose à payer des impôts. Occupation de locaux associatifs, selon les cas, on s'expose à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. Ça, c'est important de le savoir pour pas que vous ne la payiez pas. Ensuite, en fait, on va le voir juste après, les différentes ressources financières pour une association. Sachez que vous avez le droit d'avoir des activités facturables. C'est quoi une activité facturable? C'est pouvoir vendre des prestations de services ou des marchandises. Mais à la limite de 76 679 € de chiffre d'affaires. Si vous faites plus, vous tombez dans les impôts commerciaux. C'est ça qu'il faut avoir en tête, en fait. Il ne faut pas dépasser les 76 679 €. Sauf si vous la dépassez,
Les canaux, nous l'avons dépassé. Même les déterminés également. Ces 2 grosses associations, vous pouvez créer une SASU. Et dans la SASU, le U, ça veut dire que c'est un seul actionnaire. Le seul actionnaire, c'est l'association. Donc, ça permet à la SASU de pouvoir garder la mission, la vision, entre guillemets, de l'association en faisant des activités commerciales. Oui, Anne-Claire. Je me demande juste parce que je pensais avoir entendu quelqu'un qui avait une asso qui disait que le problème aussi, c'est que son chiffre d'affaires était supérieur à 50% par rapport à. Oui, Il n'y a je vais pas en une histoire parler de après. proportion par rapport aux dons, ouais. Oui, exactement. Ok. J'allais en parler dans la finance, mais il n'y a pas de souci. Par rapport, en fait, il faut que l'activité lucrative ne soit pas majoritaire au sein des financements d'une association, sinon ça devient lucratif. Tout à fait. Il ne faut pas que ça soit la part majoritaire des ressources. Il n'y Mais, a pas de... mais c'est super cool parce que malheureusement, il y a plein d'assos qui ne vont même pas vers l'activité facturable. Et c'est cool de l'avoir en tête pour le camembert qu'on verra après. Oui, Marie. Et pardon, c'est juste, il faut pas être au-dessus de 50%, ou même il y a un palier, plus de 30% de l'activité, ou c'est juste vraiment, il faut pas que ce soit l'activité majoritaire. Ouais, il ne faut pas que ce soit l'activité majoritaire. J'ai longtemps cherché le chiffre, ils ne le mettent pas. Ils mettent D'accord. juste, ça ne doit pas être l'activité majoritaire. Et du coup, en fonction, bien sûr, enfin, quand on voit les recettes, une autre part de subvention, par exemple. Donc, vous voulez plus Tu de verras subventions que... tout ce qui est mécénat, dons, financement Oui, c'est privé, ça. financement public. On le verra après. Donc, quand tu as le camembert, on le verra après, il ne faut pas qu'il soit majoritaire. Donc, par exemple, Ok. il peut représenter 25%. Et si c'est majoritaire, mais en dessous de 76 000, non, ça s'annule pas. Impôts commerciaux. Tu deviens lucrative. Oui, c'est pour ça. Oui. En fait, si tu veux, le barème, c'est 76 000 € et que ça ne représente pas la majorité des ressources de D'accord. ton association. C'est cumulable, c'est pas l'un ou l'autre. Ok. En fait, 76 000 €, tout simplement. Même si ça ne représente pas la majorité, 76 000 €, c'est le barème. Oui. Ok. Voilà. Par contre, si ça devient, on va faire l'inverse. Si ça devient le financement majoritaire, c'est en dessous de 76 000 €, ce n'est pas bon non plus. Ok. Il faut respecter les deux règles. Il ne faut pas que ce soit la majorité et il ne faut pas dépasser 76 000 €. Ok. Ça marche. Pas zut. Parce que je pense que ça va pas être bon. Ok. Ouais, j'entends souvent ce zut quand je forme les associations et je suis ravie de l'entendre pour que du coup tu Ok. ne sois pas retoqué. Moi, ce qui m'embêterait, c'est que en fait, là, c'est vraiment la fiscalité. C'est pas l'URSSAF, c'est pas d'autres structures juridiques, enfin, administratives, pardon. C'est vraiment la fiscalité. C'est-à-dire qu'un jour, le fisc, il peut toquer à ta porte, te dire, mais attends, t'es pas en fait impôts commerciaux là? Attends, on va regarder. Et c'est le pire, c'est attirer le regard du fiscaliste. Franchement, il ne faut pas attirer non, il faut pas attirer parce que c'est terminé. Il va tout le temps regarder ce que tu fais et en général, il te transforme en société. C'est triste. Oui, c'est ça, parce que le but, c'est de ne pas perdre son statut associatif, en fait, parce que associatif, c'est forcément non lucratif. Mais en même temps, il faut bien que l'association vive. Ok. Ouais. T'inquiète, le point d'après, ça va être le financement de l'association. Là, on pose les fondements, le cadre, on pose la maison et on arrive avec la décoration. Alors, du coup, donc, quand tu es retoqué, comme je l'ai dit, si tu es retoqué et que tu es soumis aux impôts commerciaux, tu vas devoir payer l'IS, le CET, la TVA. C'est ce que j'ai mis juste au-dessus. Bon, du coup, on a fait les questions-réponses en même temps. Peut-être que vous avez des questions. C'est très bien, moi, ça me va que ce soit interactif. Hein. Vas-y, Marie. Je m'étais noté d'autres questions, pardon, avant. Vas-y. Dans révocation dirigeant, est-ce que dedans, il fallait obligatoirement une AG, est-ce qu'un membre du CA qui démissionne, ça fait partie de cette catégorie ou... Non, c'est dans des missions. D'accord, donc il n'y a pas forcément besoin d'AG si ça se passe comme ça. Ok. Si, tu fais une assemblée générale et on fait une assemblée générale et on dit qu'il y a un des membres qui démissionne, qui part. D'accord. C'est juste une déclaration en fait. Mais si, il faut le dire quand même. Il faut le noter.
Parce qu'en fait, si tu veux, tu vas être élu au conseil. Tu vas être Oui. élu au conseil. Donc, au moment de partir, il faut juste que ce soit écrit dans le procès-verbal d'une assemblée générale. Oui, mais ça peut être une assemblée générale, enfin, celle qui arrive, c'est pas obligatoire. Non. D'accord, oui, oui, c'est pour ça, il faut que ça soit écrit. Mais je me disais si à chaque fois, enfin, des fois, ça peut varier plus ou moins rapidement. Et s'il fallait faire des AG à chaque fois, je me disais que ça. C'est juste, faut que ça soit écrit à un moment quelque part et notifié aux membres. Et Ok. donc, faire, ouais, exactement. Exactement. Merci. Un procès-verbal, justement. D'où Ok. le terme procès-verbal. Merci. Tu t'es noté d'autres questions? Et tu Non. vois, justement, tu as vu toutes les questions que tu te poses, c'est pour ça que c'est important de bien écrire les statuts. Pour que le jour où ça arrive, toute la procédure soit bien prête et qu'il n'y ait pas de flou. Ah bah, oui, si, pardon, c'était une question en lien avec ça, justement, c'est que nous, on a déjà déposé nos statuts. Et quand des déclarations à la préfecture, nous, on l'a fait en ligne, c'est véritablement une déclaration physique ou ça suffit Alors, Et en comme fait, je crois qu'on était deux dessus, c'était une autre qui s'en est occupée, mais je crois pas qu'elle ait fait la publication au journal officiel, je suis en train de me rendre compte. Mais je vais il ne vérifier. vous reste plus qu'à le faire. Est-ce que j'avais essayé, je crois, de regarder, mais c'était pas clair de. Enfin, j'avais cru que c'était automatique en fait. Parce qu'en même temps, j'ai pu quand même candidater à des appels d'offres, j'avais un numéro, mais en même temps, personne l'a fait. C'est pas automatique? Est-ce que tu as un document déclaration journal officiel? Tu as un document? Il faut que tu aies ce document. Ok, je vais regarder quel document j'ai exactement. Merci. Parce qu'en fait, la déclaration au journal officiel, tu l'as le document. Donc, il y a vraiment écrit déclaration au journal officiel avec la date. Et c'est lui qui fait acte d'existence juridique. Hein. Ouais, non, pour l'instant, j'ai que l'avis du sirène. Ouais, ça ne suffit pas. D'accord. Donc, ce que je te conseille, c'est, tu vois, je te l'ai mis, tu cliques sur service public pour faire en téléservice la publication. Ok. Il y a vraiment un journal officiel, hein. C'est un vrai journal. Ouais, Et dans un vrai journal, il y a des publications, il faut que ce soit publié pour que ton existence soit juridiquement validée, on va dire. il n'y a pas de délai. Enfin, le plus rapidement est le mieux, je suppose, mais il n'y a pas de. On a été créé en janvier, quoi. Mais c'est pas grave. Bah, mais franchement, entre toi et moi, il n'y a pas de souci. En général, quand les débuts d'existence des assos, on sait qu'il peut y avoir des petites erreurs, des réajustements, juste faites-le. Ok, merci. Je ne pense pas que les financeurs vont vous taper dessus à cause de ça. Si tu veux, perso, je prône la transparence avec les partenaires. Il ne faut pas hésiter à échanger avec eux, tu vois. Donc, si un jour, ils se rendent compte, ils vous disent, mais attends, tu n'as pas le journal officiel, oui, effectivement, on avait oublié, et là, on l'a fait en octobre. OK. D'autres questions? On peut passer au financement. Allez, on y va. On va aller à ma partie préférée, les chiffres. Alors, du coup, par rapport au financement des associations, ce qui est hyper important d'avoir en tête, c'est la diversification des sources de financement. Et moi, j'adore dire que c'est gage d'indépendance financière de l'association. Attention, j'ai mis 25, 25, 25 pour avoir 100% et faire un petit camembert équilibré. Hein. Mais le top du top, c'est que vous puissiez vous poser, vous, et mettre le pourcentage du prorata de chaque type de financement par rapport à votre association et votre budget prévisionnel en 2025. D'accord? Mais moi, j'ai envie de vous partager toutes les diversifications de sources de financement auxquelles vous avez le droit en tant qu'association. Et c'est super intéressant de les avoir, comme je l'ai dit, pour avoir une indépendance financière. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous créez, par exemple, une association à Paris, allez Ayoub, on va aller à Paris. Du coup, et que vous avez la mairie de Paris qui va vous donner, par exemple, 300 000 € pour lancer une association. Franchement, c'est super beau, 300 000 €, on est content, non? Non, il ne faut pas juste être content. Il faut dire merci, mais après, il faut se diversifier. Pourquoi? Parce que, et là, ça va être ma casquette relations politiques, il y a des élections qui arrivent à chaque fois. Et quand une élection arrive, il y a un risque de changement de couleur politique. Il y a un risque de changement de décision politique. Et donc, c'est à vous
responsable de protéger votre association des calendriers des élections politiques. C'est-à-dire que si vous avez 300 000 € de subvention d'une ville, essayez de voir quand est la prochaine élection pour que d'ici là, vous ayez un équilibre avec d'autres subventions ou d'autres financements. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour la simple et bonne raison que c'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'il y a un changement politique, que la subvention est coupée, que l'association est dissoute. Je sais, c'est pas super joyeux ce que je raconte, mais c'est mieux de le savoir, c'est mieux de l'avoir en tête, d'être vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais il faut que vous ayez un calendrier des élections politiques. Si vous souhaitez avoir des financements des communes, municipales, régions, des élections régionales, départementales et législatives, présidentielles, si c'est ministre, État et de ces subventions d'État. D'accord? Donc, quand vous allez sur les subventions publiques, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir un calendrier des élections pour deux raisons. C'est de savoir quand il y a un risque de changement. Et ensuite, l'année de l'élection, souvent, les subventions sont gelées. D'accord? Alors, donc, il y a les activités facturables. On en a parlé juste avant, mais on va un peu plus aborder le sujet sur les critères. Mais là, franchement, on a déjà dit les deux critères principaux. Le côté désintéressé, non majoritaire et ne pas dépasser le seuil. Il y a les subventions publiques, les dons privés et mécénat et les partenariats secteur privé. Je ne l'ai pas écrit de manière très claire, mais il y a les fonds européens aussi. Donc, je ne l'ai pas mis pour pas que ce soit non plus trop lourd, mais c'est important d'ajouter les fonds européens parce que, par exemple, s'il y a des associations où vous avez des jeunes, il y a des appels à projets Erasmus qui sont accessibles. Et là, il n'y a pas la lourdeur des fonds européens qu'on peut connaître. Sachez qu'il y a des appels à projets des fonds européens qui peuvent être accessibles à 80% de subvention. Donc, c'est quand même un point à avoir en tête. D'accord? Alors, justement, donc les activités facturables. Donc, si une association décide de mener une activité commerciale, elle peut continuer d'être exonérée des impôts, c'est ce que je disais juste avant, dits commerciaux, si elle remplit les 3 conditions suivantes. Donc, voilà, sa gestion est désintéressée. Ces activités non lucratives restent principales. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Donc, que l'activité facturable n'est pas son revenu principal et que ces activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé. En termes de produits, de services, de public, de prix et de publicité, vous ne pouvez pas être un concurrent direct d'une entreprise commerciale. Et là, vous allez me dire, mais comment? Justement, juste après, je vous ai mis encore plus les critères de manière précise. Quand on dit les produits et les services, les associations sont là pour satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché, on est d'accord? Vous êtes là pour répondre à un vrai besoin, comme on disait par rapport à les personnes vulnérables. Ensuite, ça s'adresse à des personnes justifiant l'attribution d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale, c'est le public. Ensuite, pour le prix, on pratique des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par le secteur marchand pour justement permettre l'accès. Moi, je sais qu'à Marseille, je vois énormément à prix libre pour justement que les personnes, de manière consciente, qui ont plus de revenus, en mettent plus. Et ça permet un équilibre pour que les personnes qui peuvent rien mettre ou mettre un peu, viennent en pouvant avoir accès à un événement ou un service ou à un produit. D'accord ? Enfin, quand on parle de publicité, les informations donc, que vous allez diffuser auprès du public sur vos prestations, ça ne doit pas s'apparenter à de la publicité commerciale. Commerciale, c'est tout ce qu'on voit au quotidien autour de nous, à l'extérieur, à la télé, sur le téléphone, etc. D'accord? Franchement, en général, j'ai rarement vu une association qui déroge à ces 4 critères. Parce que naturellement, on rentre dans ces 4 critères puisque c'est le cœur de l'associatif. Mais c'est bien de le savoir. Vous voyez, à chaque fois, c'est des critères qui évitent d'être lucratifs, qui évitent de tomber dans les critères commerciaux. Donc, je l'ai remis une deuxième fois parce que je veux vraiment que ce soit bien intégré, que si les recettes lucratives sont peu importantes dans le budget de l'association, elles sont soumises à déclaration et à imposition au-delà de 76 679 €. Donc, vraiment, cette phrase résume ce qu'on disait Anne-Claire et Marie tout à l'heure.
Donc, c'est pour ça que c'est important de l'avoir en tête pour la partie fiscale. Mais du coup, c'est lié aussi à votre stratégie de financement de votre association. Alors, les principales sources de financement, on va passer aux subventions publiques. C'est quoi? Avant de le mettre, je vais vous demander. Vous savez, c'est quoi les 3 types de subventions? Subvention publique, privée et Public. Dans les subventions publiques, il y a 3 sous-catégories de subventions, 3 thématiques. Ça, c'est quoi? D'exploitation, exceptionnel et projet? Non, fonctionnement, il y en a une de fonctionnement. de Fonctionnement, on la fonctionnement. valide. Fonctionnement, c'est validé. Ensuite? Exceptionnel, non? Non, Enfin, mais c'est mignon. Ça, c'est plutôt dans le compte de c'est dans le compte de résultat qu'il y a des produits exceptionnels. Mais c'est pas là. Je pense que c'est là où tu as dû voir le mot. bah, après, il y a l'appel à projet ou Les juste. appels à projets, c'est la manière dont tu vas pouvoir avoir accès aux D'accord. subventions. Continuez. L'équipement? Oui, Ah, investissement. Donc, fonctionnement, investissement et le plus répandu, les actions. Exploitation. Ah oui, Les projet, projets. oui, action, oui, bien sûr. D'accord? Donc, je vous les mets tous les 3 ici. Merci. En général, avec plaisir, Ayoub. En général, quand on répond à un appel à projet, que ce soit une subvention publique ou une subvention privée, en général, donc c'est un appel à projet auquel vous allez répondre, vous allez avoir les types de subventions. Un conseil que je vous donne précieux, quand vous répondez à un appel à projet, lisez bien le cahier des charges, je vous en supplie. C'est-à-dire que le cahier des charges va vous dire quel type de subvention, quels sont les critères et qu'est-ce qui finance. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez faire financer du matériel et que vous allez répondre à une subvention d'action, ça ne marche pas. Si vous voulez financer du matériel et que si vous voulez financer une action projet et que vous répondez à une subvention d'investissement, ça ne marche pas. Et je vous dis ça parce que c'est un temps perdu de beaucoup d'associations de mal lire le cahier des charges. Pareil, si vous répondez à un appel à projet pour une action, vous voyez ce que c'est une action? C'est un projet que vous allez mener avec une durée bien précise, avec des actions bien précises, le nombre de bénéficiaires, etc. C'est vraiment la plus connue. Il y a des appels à projets qui vous disent « OK, par rapport à vos actions, on refuse de financer des ressources humaines. » Ne me mettez pas des ressources humaines. Je vous assure, c'est des erreurs qui arrivent très souvent. Pourquoi ne le faites pas? 1, vous allez ne pas être accepté et 2, ça crame un peu votre crédibilité. D'accord? Donc, lisez bien le cahier des charges, prenez le temps de lister tous les documents administratifs qu'on vous demande. Pourquoi? Pour qu'ils soient prêts. Je vous assure, le nombre d'assos que j'ai vus répondre la veille pour le lendemain et se rendre compte qu'ils n'ont pas les documents administratifs, ils ont la goutte d'eau qui coule et que souvent, tu passes à côté de ton appel à projet, j'en vois plein. Donc, faites attention au cahier des charges. 1, pour les documents administratifs. 2, pour le type de subvention. Pour les critères, qu'est-ce qu'ils financent, etc. D'accord? Je sais que c'est hyper lourd à répondre, mais du coup, il faut quand même ne pas se tromper par rapport à l'appel à projet. Donc, subvention de fonctionnement, c'est par rapport au fonctionnement de l'association. Comme je vous avais dit, investissement, c'est tout ce qui est matériel, véhicule. J'ai bossé sur pas mal de subventions d'investissement, j'adore. C'est les minibus des quartiers nord de Marseille, pour justement permettre aux minots de pouvoir aller à des activités proches de la mer. Et c'est vraiment chouette, en fait. Et ça, on n'y pense pas souvent. Quand on fait des actions, de demander une subvention d'investissement pour avoir un minibus qui appartient à l'association et qui permet justement de répondre aux défis des transports dans des zones blanches. Un exemple. Les subventions d'investissement, vous pouvez en demander. Les subventions d'action, comme je le disais, une activité ou un projet spécifique. Et ce type de subvention donc, est alloué par les collectivités, etc. Et comme je l'ai indiqué, souvent, c'est une action compatible avec les orientations municipales dans une logique d'intérêt général partagé. Par rapport aux subventions d'action, souvent, c'est un effet de levier pour pouvoir commencer à embaucher des gens dans l'association. Donc,
l'effet positif, c'est que ça vous permet d'avoir un premier CDD, parce qu'en général, c'est des CDD qu'on embauche. C'est une période de 6 mois, 8 mois. Ça permet d'avoir quelqu'un qui va être sur cette action, mais vous allez mettre un peu sur une prochaine action. Après, franchement, le challenge, c'est de réussir à garder la personne. Et donc, ce que je conseille, c'est que quand on a une subvention d'action, que ça permet d'embaucher quelqu'un qui va gérer un projet, de déjà réfléchir à comment pérenniser l'emploi. D'accord? En finance, on parle toujours de prévisionnel parce que c'est super important d'anticiper, d'avoir quasiment 6 mois, voire 1 an d'avance dans la stratégie. C'est pas évident, mais ça permet de sauver des actions, des projets et des emplois. Alors, ensuite, il y a les dons privés et mécénat. Sachez qu'il y a des associations comme la Croix-Rouge ou Secours Populaire qui vivent vraiment des dons. Il y a beaucoup de retraités qui donnent énormément d'argent. Donc, c'est vraiment un côté qui peut être peut-être un peu plus minimisé par les nouvelles associations, je dis. Mais sachez que les dons, ça peut être vraiment une partie financière de l'association qui peut permettre aussi l'équilibre. Donc, c'est le don d'une entreprise, d'une fondation ou d'un particulier auprès d'une association. On parle, alors le don, vous l'avez en tête, d'accord? Mais il y a 3 types de mécénat. Vous avez déjà entendu parler du mécénat de compétences? Bah, c'est là, c'est dans cette partie-là en fait. C'est là que ça se situe. Souvent on l'entend, mais c'est dommage parce que je sais qu'il y a plein d'associations qui reçoivent du mécénat de compétences et qui ne le chiffrent pas dans leur budget. Et c'est dommage parce que vous pouvez l'indiquer en argent dans votre budget. Ça permet d'avoir du cofinancement et ça permet de montrer encore plus sa crédibilité auprès des financeurs. Donc, quand vous avez du mécénat de compétences, chiffrez-le. Pareil, il y a écrit en nature, donc don d'un bien mobilier. Par exemple, j'avais un partenariat à l'époque avec l'APEC qui permettait, quand ils changeaient d'ordinateur, de mobilier, de donner tout ça aux maisons pour tous. C'est des MPT à Marseille, mais c'est des centres sociaux. Et donc, ça permet de recevoir des dons d'ordinateurs, de tables, de chaises pour justement pouvoir donner accès au numérique. Ben, ça, c'est du mécénat en nature. Et enfin, donc, le plus connu, en numéraire, ce que je disais juste avant, c'est le don en argent, donc qui est de manière ponctuelle ou répétée. Oui, Marie? J'avais une question justement parce que quand j'ai dû répondre le dernier appel à projet, j'avais du mal justement sur le budget pour valoriser entre ce qui rentrait dans du mécénat et ce qui rentrait dans des contributions volontaires en nature qui du coup sont plus... justement, on voulait montrer le cofinancement qui rentrait hors subvention. Et du coup, dans ces 3 formes de mécénat, j'ai cru comprendre certaines... si le nature et compétence, ils iraient dans cette partie qui n'est pas en recette pure. Je ne sais pas si c'est très clair ce que... Si, c'est clair. C'est ça? Si, c'est clair. Non, ta question est claire parce que on me l'a déjà demandé. Oui. Alors, si tu veux, dans don et mécénat, c'est ces 3-là que tu mets. Mais ces 3-là, tu les mets parce que vraiment, il y a eu chiffrage que tu as vu la valorisation si tu l'avais acheté toi-même. D'accord? Et si tu avais payé quelqu'un avec cette expertise, si tu avais acheté les ordis, tu le mets là-dedans. D'accord? Par contre, les contributions volontaires en bas, tu sais très bien que tu dois les mettre en charge et en produit pour que ça s'annule. Oui, oui. D'accord? Donc là, c'est la mise à disposition de lieux. C'est pas pareil. J'ai du mal à faire... Oui, je sais. Bah, dis-toi que si on te met à disposition un lieu, ça ne rentre pas dans le mécénat et le don. S'il y a des bénévoles, ça ne se met pas là-dedans, parce que c'est les bénévoles que tu mets en bas. C'est de la mise à disposition, tu vois ou pas? En fait, dis-toi que le mécénat et le don, il t'appartient et que le reste, on te le prête. Ok. Par exemple, là, on travaille avec une autre asso et eux, ils ont des salariés. Et les salariés passent du temps à co-construire le projet. Là, j'avais du mal à savoir est-ce que c'était une prestation de Tu as dit un service mot important. Regarde, est-ce que c'est des salariés ou des bénévoles?
Nous, on est bénévoles, mais dans l'autre asso, Non, c'était non, les non, salariés. Donc, Salariés. donc c'est du mécénat de compétences. C'est pas des bénévoles, sinon ils seront en contribution, c'est des bénévoles. La contribution, tu vois bien qu'en bas, il y a écrit bénévole. Ouais. Là, ce Ok. sont des salariés. En général, le mécénat de compétences, ça vient de personnes salariées d'autres structures. Donc, c'est ça, comme ça ok. que tu fais la différence. Salarié, mécénat de compétences, bénévole, bénévole. Ok. On en parlera justement après des deux différences. Ça te va comme… Ouais, mais je Donc, l'ai en pas fait, mis dans la bonne ligne, du coup. mais franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais Ouais. maintenant, c'est tu plus, sauras. c'est plus valorisé dans le mécénat, je suppose. Enfin, les 3 dernières lignes, on sait que tout le monde joue dessus, quoi, pour essayer de grossir un petit peu. Alors, Mais- oui, mais en fait, dis-toi que les dernières lignes, des fois, quand tu réponds à un appel à projet, la contribution volontaire peut être du cofinancement. En général, Oui, quand on répond à un appel à projet, la subvention finance à hauteur de 80%. Et souvent, les 20%, on a du mal à les trouver. Et grâce à la contribution volontaire, et ça, souvent, les associations n'y pensent pas, vous pouvez les mettre en 20%. Et pour répondre pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, que les associations peuvent jouer là-dessus, j'espère bien, c'est le modèle associatif. Heureusement que les associations jouent là-dessus, parce que le modèle associatif permet le bénévolat, la mise à disposition, l'entraide. Et justement, c'est dommage que les associations ne l'indiquent pas, parce que c'est cette partie qui aussi différencie de l'entreprise privée. Et il y en a plein d'assos qui ne remplissent pas ces cases. Et c'est dommage. J'avais Alors, une question. oui. Excusez-moi. Parce que moi, en fait, je suis désolé, mais je dois partir un peu avant. J'ai un rendez-vous là, je suis un peu en retard. Et déjà, merci beaucoup. J'avais juste une petite question, parce qu'en fait, c'était une question qui m'intéressait beaucoup par rapport à l'intérêt général. Je crois que tu allais y venir. Et moi, j'avais une question, c'est comment en fait on fait pour Ah oui. pouvoir avoir le statut d'intérêt général? Eh ben, je vais enchaîner. Du coup, c'est une question que j'ai souvent, c'est pour ça que j'ai préparé ce paragraphe de manière très claire. Un Ok. organisme d'intérêt général peut délivrer des reçus fiscaux, on est d'accord? Donc, tu bénéficies d'une réduction d'impôt. Tu es d'intérêt général si tu valides les critères de association non lucrative. Donc, tu dois être désintéressé, non lucratif, tout ce qu'on dit depuis le début. Si tu fais tout ça, tu es d'intérêt général. C'est ça que ça veut dire, en fait, une association d'intérêt général. Parce que, en fait, si tu veux, un organisme d'intérêt général doit prouver au fisc qu'il est bien d'intérêt général pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux. C'est juste ça, en fait, l'intérêt général. C'est ce dont on voit juste avant. Par contre, ce que j'ai indiqué, regarde, être connu d'intérêt général, c'est respecter les conditions, gestion des intéressés, activité non lucrative. Le site des impôts permet de trouver les coordonnées de son correspondant associatif. Et ce que je t'ai souligné, je t'ai mis les liens officiels. Non C'est comme ça que tu lucratif, fais la c'est-à-dire demande. non lucratif, ça veut dire quoi exactement? Ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut que tu ne dépasses pas les 76 000 euros d'activité Voilà. facturable, que ce ne soit pas la majorité dans ton association, que les bénéfices, tu ne les distribues pas à des actionnaires, c'est que tu respectes de toutes les règles de la loi 1901, quoi. Tu vois, tout D'accord. ce qu'on dit Et depuis le début, ouais. si tu le respectes, tu es d'intérêt général. Et donc, tu peux tranquillement faire la demande sur le site des impôts et avoir des reçus fiscaux. C'est tout. Ah, donc là, ok. Donc là, en fait, la demande d'intérêt général, elle se fait sur le site. Ouais, et là, tu as vu, le site des impôts, il est en bleu. Si tu cliques dessus, je Ah, t'ai mis le lien. purée, Et incroyable. je t'ai mis le lien aussi du correspondant association. Comme ça, tu peux lui poser des questions par rapport à la spécificité de ton département. Magnifique. Parfait. Et après, c'est quoi? C'est en format papier? C'est comment ça se passe pour que. Par Après, exemple, là, j'imagine… Ouais. excuse-moi, il y a pas longtemps, je voulais répondre à un appel à projet d'une fondation qui était venue vers moi. Mais dans les critères, il y avait écrit qu'il fallait être d'intérêt général. Et moi, je ne le suis pas malheureusement, mais j'aimerais bien l'être parce que là, je commence à Bah, vouloir plus structurer mon projet. tu vas là-dessus. Donc, tu vas sur le Ok. correspondant association, tu lui poses des questions, tu échanges avec lui. Moi, le dernier conseil que je peux te donner à Ayoub avant que tu y ailles, mais comme Lionel l'a dit, tu peux retrouver l'enregistrement de la Ouais, masterclass c'est ce que pour je vais avoir faire. la dernière heure, c'est que soyez, s'il vous plaît, en contact avec les structures, la maison des associations, la CRES, qui est la chambre de l'économie régionale de l'économie sociale et solidaire. Soyez en contact avec
le correspondant des associations des impôts. Soyez en contact avec l'administration publique, puisque ce sont des fonctionnaires qui sont là pour répondre à vos questions. La CRESC. Mais la CRES, CRE2S. Dans Ok. les ressources complémentaires, à la fin, je l'ai mis. Ok. J'avais une dernière question, désolé, hein. À la fin, je pense que tu allais en parler à la fin, mais de toute façon, je vais revoir la rediff directement. Si par exemple, moi, je suis président actuel de mon association. Moi, j'aimerais vivre de mon projet. Est-ce que je peux me rémunérer en tant que président? Tu peux te rémunérer à hauteur de 3/4 du SMIC en Voilà, écrivant une mission auquel tu vas pouvoir répondre et prouver que tu passes suffisamment de temps dessus. Donc, c'est 3/4 du SMIC. Ok. Mais en tant que président, Et- tu peux avoir des notes de frais. Ouais. Voilà. Ok. Et là, je reste toujours non lucratif, même si je me fais rémunérer ou que je crée de l'emploi. Ça n'a rien à voir. La partie non Ça n'a lucrative, rien c'est la à partie voir. des ressources. Ce n'est pas les dépenses. Ressources, ok, ce que je reçois. D'accord, ok. C'est l'argent qui rentre, Ouais, tu dois prouver que c'est non lucratif. Et après, par contre, oui, que je vais aborder effectivement après, tu dois respecter le droit du travail. Ok, et tout ça, après, c'est des modalités avec qu'il faut mettre en place pour pouvoir Si avoir tu une fiche de paie, décides, etc. alors en général, effectivement, et tu dois faire le vote, vous devez le faire voter par. Assemblée générale. Bravo! Voilà! C'est ça! Donc, tu vois, l'Assemblée générale va le voter et c'est là où tu peux lancer les démarches, Ayoub. Non, par rapport à tout ça, moi, ça va, je suis opérationnel. J'ai fait Assemblée générale. Trop bien. Moi, ça va bientôt faire 2 ans. Moi, c'était vraiment le financement. Trois quarts Après, du, c'est bah, bon à savoir, parce que là, il y a des... 3/4 du SMIC, Ok, note de 3 quarts, ok. frais. Tu peux avoir des apports en nature, j'ai vu ça dernièrement. Ouais, Sinon, le dernier cas, c'est que tu mets quelqu'un de confiance à la tête de l'asso, tu deviens directeur général. ok. Tu mets quelqu'un Ouais, de ça, c'est autre chose. président. Ça, c'est C'est ce la, dont c'est on la- avait c'est parlé la la seule, dernière fois. Ouais. c'est la seule étape possible. Donc, passe déjà par les 3/4 du SMIC et cherche quelqu'un. Non, mais il faut avoir déjà des rentrées d'argent. Faut être financé déjà. C'est pour ça que je t'ai dit commence par les 3/4 du SMIC. C'est pour ça que j'ai dit ça. Commence Ouais, déjà par les 3/4 du SMIC et ensuite tu penseras à la suite. ok. Bah écoute, merci beaucoup. J'aurais beaucoup aimé rester jusqu'à la fin, mais j'ai des contraintes professionnelles. Merci Ça beaucoup, marche. Asma, Merci et à toi d'être venu, à Ayoub. très vite. Donc, moi, je regarderai. Et on aura le support. Oui, Oui, Ayoub. Ok. Fatima Merci mettra en beaucoup. ligne donc le lien vers la rediffusion, enfin vers le replay de la masterclass et mettra aussi sur la plateforme le support mis à disposition par Basma. tout à fait. Et, Merci et à beaucoup. la fin Parfait. du support pédagogique, il y a une liste des ressources complémentaires. Il y a pas mal de choses chouettes que je vous ai mis avec des liens directs. Super. Bah, merci infiniment. Bah, l'intérêt général, je vais le faire cette semaine de toute façon. Bah voilà. Dès que tu as le Ouais, support, tu merci. cliques, tu y vas. Hein. Carrément. Ok. Bah, Merci, parfait. Ayoub. Merci Bon beaucoup. rendez-vous à Merci toi. beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir. Merci. Salut. Alors, enfin, le dernier sujet du camembert, c'est les partenariats du secteur privé. Donc, comme je l'ai mis, c'est des entreprises via des partenariats contractuels ou des fondations d'entreprises, via des appels à projets, qui sont des sources de financement qui permettent à l'association d'avoir une indépendance des subventions publiques. Donc, c'est important effectivement de tenir compte, que ce soit pour les subventions publiques ou les subventions privées. Du coup, je vais parler qu'à toi, Marie. Je t'en supplie, Marie. Je reste là. Fais une veille. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je t'en supplie de rester. C'est je t'en supplie de faire une veille active et régulière des appels à projets. D'avoir un fichier Excel qui peut avoir tous les financements possibles, que ce soit privé ou public, avec les appels à projets et les échéances. C'est vraiment un outil qui devient hyper performant, surtout quand tu as fait une année entière et que tu passes à l'année d'après. Stratégiquement parlant, c'est trop bien. OK? J'avais Alors, juste une question ouais, sur, vas-y. au final sur la défiscalisation. Comme toute association est censée avoir une gestion désintéressée, une activité lucrative, sinon ça devient autre chose. Normalement, on est tous des organismes d'intérêt général. Oui.
Ok, parce que j'ai l'impression que c'était encore quelque chose de plus fin Non, mais au je sein des sais, associations. Donc, mais moi, je suis tellement désolée pour vous parce que je rencontre ça tous les jours. Je leur dis, mais de ah toute façon, c'est ouais, d'intérêt général. C'est juste que le fixe veut contrôler que tu l'aies, c'est juste ça. d'accord. Ok, bah moi aussi, je vais le faire dans la semaine. C'est trop bien. Lionel, il faut que tu envoies un mail à tout le monde. Non, mais parce que je te jure, Lionel, c'est tout. Je rencontre tous les jours des gens comme ça, malheureusement, T'inquiète pas, je ça pense fait peur. qu'Anne-Claire est en train de lister tous ces entrepreneurs à qui elle va écrire ce soir. Ouais. C'est trop cool. Oui, c'est pas clair. Enfin, de l'extérieur, ça paraît pas. Je Enfin, ça sais. paraît une sous-catégorie, ouais, vraiment. Je suis tellement. Non, mais moi, je suis sincèrement désolée parce que ça, c'est mon quotidien. Les associations qui comprennent pas ça, alors tu l'es en fait. Tu dois juste prouver que tu l'es en résumé. Oui, c'est ça. Mais bon, Parce si on que c'est reste. qui? C'est le fisc. Le fisc a besoin que tu lui prouves que tu n'as pas, que tu es non soumise aux impôts commerciaux. Tu Bon, ça prouves. paraît pas déconnant, ouais. Ouais. Non, c'est pas déconnant du tout. Donc oui, toutes les assos sont d'intérêt général. Ça, c'est vrai. Ok. Et pire, moi, le nombre de petites assos qui font des reçus fiscaux alors qu'ils ne l'ont même pas déclaré au fisc, j'en ai plein. Ah. Non, mais pour te dire à quel point, il y en a, et c'est pire, hein, ils sont encore plus tranquilles. Ils sont en mode, de toute façon, je suis d'intérêt général, je le fais. Je dis, ok. C'est vrai, Ouais, parce s'il se que. faut retoquer, ça ira. Mais tu vois, j'ai les deux catégories, j'ai les extrêmes. Et oui, oui, tu peux. Juste fais-le, comme ça, tu es carré, tu passes à autre chose. Bah oui, mais on en a refusé des gens, ils disaient ah, est-ce que vous êtes défiscalisé? On dit bah non, on n'a pas été encore reconnu d'organisme d'État d'intérêt général. Je sais pas ce qu'on attendait, mais voilà. Ouais. Après, on confond souvent avec utilité publique, et ça, c'est un truc beaucoup plus Ah oui. légal. Mm. Ouais, mais ça, c'est un truc reconnu par l'État, c'est un truc beaucoup plus institutionnel. C'est pas nous du tout. Ok. Donc, utilité publique, c'est vraiment l'utilité publique du gouvernement. Et intérêt général, c'est ce que toi, tu fais à la société. Ok. D'intérêt général sont tes actions. Merci. Je t'en prie, avec grand plaisir. Cool. De nouvelles assos fiscalisées. Je fais quoi? Je crois que je vais demander au fisc d'avoir un pourcentage hein, à un moment donné. Bon, on passe à la suite. Du coup, pour terminer, sur cette partie-là, par rapport à différentes sources de financement, il y a par exemple le crowdfunding, financement participatif auquel tu peux avoir accès, les cotisations. J'en parle parce qu'il y a beaucoup d'assos qui ne le font pas. Je ne comprends pas. Mais effectivement, ce qui est compliqué, c'est de réfléchir qu'est-ce que tu mets en face de la cotise. Ouais. Mm. Mais en même temps, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a une association qui organise régulièrement des événements. Elle te dit, ouais, mais pour avoir accès à mon événement, il faut que tu aies ta carte de cotise. Ça me paraît logique. Tu vois. Moi, par exemple, j'ai fait du sport, j'ai eu accès à, j'ai fait enfin, je fais du foot féminin. Et ben, du coup, l'association me permet d'avoir accès quand même à 3 terrains par semaine gratuits. Mais du coup, il faut que je cotise pour avoir accès. Donc, en fait, à la fin, si en face, tu prouves que la cotise permet, comme je l'ai mis, de participer au fonctionnement de l'association, c'est bien d'avoir une proposition en face. Mm. Et en général, c'est juste prouver que si tu le faisais dans la société de tous les jours, ça coûterait 10 fois plus cher. J'accompagne une association par rapport aux réfugiés. Il les accompagne sur tous les documents administratifs. Le prix est vraiment moindre par rapport à tout ce qu'ils pourraient dépenser s'ils le faisaient de manière plus légale avec un avocat. Enfin, c'est légal, hein, mais de manière plus Ouais. payant et plus chère avec un avocat. C'est comme ça qu'en fait, il faut réfléchir. Il faut se rappeler quelles sont l'action sociale que tu mènes, en quoi tu réponds à un besoin et comment justement ce besoin permet de donner accès à des gens qui n'ont pas eu accès. Et donc, oser mettre un prix, 50 € l'année. Donc, les concours bancaires, oui, je dois en parler. Les banques, une association reste une entreprise. Vous avez de la trésorerie à gérer, je vais en parler après. Si à un moment donné, il y a besoin d'une ligne bancaire, un prêt pour la trésorerie, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Les concours, donc les concours par rapport au… Il y a pas mal d'associations, de fondations, d'écoles qui font des concours spécifiques destinés à des publics par rapport aux femmes entrepreneurs, les jeunes. Des sujets spécifiques au numérique, à l'ESS. Donc, ne pas hésiter aussi à faire de la veille par rapport au concours. Et enfin, les incubateurs comme Live for Good, qui est les… Merci Anne-Claire. Est-ce que quelqu'un va le dire? Vous allez faire un petit roulement de tambour. Merci. Yes. Donc, du coup, tu as les incubateurs qui te permettent vraiment d'avoir accès à des experts et aussi accès à des futurs partenaires et avoir un réseau.
Alors, par rapport à la gestion de la trésorerie, c'est un point extrêmement important. C'est une question de viabilité vraiment. En fait, pour te la faire claire, un prévisionnel, c'est mensuel. Pardon, prévisionnel. Un plan de trésorerie prévisionnel, mais un plan de trésorerie, c'est mensuel. Tu vois ce que c'est un relevé bancaire? Ouais. Un solde de début, encaissement, décaissement, solde de fin. C'est ça, un plan de trésorerie mensuel. C'est-à-dire que tu as ton solde de début, tu vois tous les encaissements, les décaissements, mais réels sur ton compte bancaire. Et donc, en faisant le prévisionnel, ça t'aide justement à voir à quel moment tu auras un décalage d'encaissement des subventions, mais en même temps, tu as quand même tes charges fixes que tu dois payer tous les mois. OK, si tu dois attendre d'avoir la subvention peut-être pour lancer une campagne de com. Et en fait, si tu veux, le plan de trésorerie, c'est vraiment l'outil essentiel de la gestion de toute entreprise. Ça rentre pour tout le monde, hein. Association, entreprise privée, j'ai des clients avec lesquels je les accompagne sur ces outils-là, où je les accompagne pour les créer sur un prévisionnel de 3 ans, où justement j'intègre leur stratégie, une stratégie future. Les associations, c'est aussi super important parce qu'il y a les clients avec le décalage de paiement quand tu es dans l'activité facturable. Dans les subventions, tu as la subvention en 2-3 fois qu'on te paye. Donc, c'est bien de l'avoir en tête et de le mettre en prévisionnel pour tenir compte justement des charges que tu vas dépenser. Dépenser des charges, ça veut dire mettre en place des actions. Donc, c'est tout ça en fait que les défis de la gestion de trésorerie, et c'est essentiel. C'est l'outil le plus important, c'est vraiment vital. Le nombre de structures qui sont rentables et qui mettent la clé sous la porte, c'est parce qu'elles ont une très mauvaise gestion de la trésorerie. Qu'elles s'endettent jusqu'à ce que c'est terminé. En plus, tous les mois, il vaut mieux pas être dans le rouge parce que les 3 étapes, AGO, huissier, interdit bancaire. Voilà. Donc, la trésorerie, c'est vraiment le sujet le plus important. Ensuite, j'ai indiqué quand même le résultat de l'exercice. C'est important de l'avoir en tête. Quand on fait En fait, c'est souvent quand je rencontre des associations, on me dit, oui, mais une association, il y a but non lucratif, donc je ne peux pas dépenser d'argent. Non. Tu as une loi, tu as des règles, tu as un compte de résultat, tu as des charges, tu as des produits et tu as un résultat. Ça peut être en bénéfice ou en perte. D'accord? Souvent, on ne veut pas employer le mot bénéfice parce qu'il n'y a pas d'actionnaire, mais ça reste quand même un bénéfice. Ça reste quand même de l'argent en plus que tu as pu dégager. Et en fait, cet argent, tu dois le réinjecter à 100% dans l'association. La grosse différence, par exemple, tout à l'heure, quand je t'ai dit scope, Marie, tu m'as dit que tu savais ce que c'était. Ouais. Par exemple, une scope est dans l'ESS parce qu'elle a une gouvernance partagée. C'est-à-dire, c'est toujours l'histoire du bénéfice qui fait la dissociation par rapport au secteur dans lequel tu es. Donc, si tu as 100% d'actionnaires, tu es dans le privé. Si dans une gouvernance partagée comme une scope, tu as un pourcentage que tu es obligé de réinjecter dans la société, un pourcentage aux actionnaires et un pourcentage aux salariés. Et ça, c'est chouette. Donc, du coup, c'est pour ça que l'ESS est vachement intéressant, même au-delà du modèle associatif. Donc, la gestion des risques, comme je l'ai mis, la principale clé, c'est l'anticipation. Donc, de bien préparer en amont les prévisionnels financiers. Tu es obligé de délivrer un budget prévisionnel 2024. Tu seras obligé de délivrer un budget prévisionnel 2025 quand tu vas répondre à un appel à projet. Et de toute façon, c'est bien de le faire aussi, toi, pour pouvoir poser tes actions et savoir ce que tu vas faire. Par rapport au plan de trésorerie, je l'ai indiqué aussi, ça évite la gestion des risques. Alors, petit cas pratique. Du coup, je vais le faire en direct avec toi. On est en tête à tête. J'ai fait exprès de mettre un compte de résultat prévisionnel. D'accord? Où tu as vraiment, pour rappeler qu'on a vraiment les produits prévisionnels à droite. Tu as bien vu, on retrouve mon camembert en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dis-toi qu'une entreprise classique a tout jusqu'à subvention d'exploitation. Une entreprise classique, c'est ce qu'elle a en fait. Par contre, une association a en plus les subventions d'exploitation et les autres produits de gestion courante avec les cotisations, le mécénat et l'autofinancement. Tu vois ou pas? Ouais, Donc, in ouais. fine, une asso est une entreprise où tu dois respecter les règles comptables, tu dois respecter le droit du travail ou, on en parlera tout à l'heure, la convention collective de ton secteur. Tu as les charges à gauche, tu as les produits à droite. Quand tu fais un budget prévisionnel, ça doit être équilibré, mais quand on fait une clôture, ce n'est pas équilibré, sinon il y a un petit souci. Voilà. Alors, du coup, je vais te poser la question à toi. Aujourd'hui, à ce jour, quelles sont les sources de financement de ton association?
Alors, je l'ai sous les yeux. Est-ce que ça te va de bosser sur le compte de résultats comme ça? Oui, bah, Allez, ah bah, j'ai l'habitude, ouais. ouais, allez. Bah là, faut que je change ça. J'ai de la prestation de service. Et, et là, ouais, là, j'ai une question. En fait, c'est une communauté de communes. Enfin, je pense qu'en fait, c'est aussi une Métropole. prestation de service. Communauté de Métropole? communes. Communauté de communes. Ouais, Une c'est la Comcom. métropole. Ouais, slash métropole, c'est le même. Ah, Mais vas-y, d'accord, vas-y. ok. Voilà, comme sur un milieu. Qui. Là, ils ont signé notre devis, mais du coup, j'ai l'impression que ça n'a pas rentré dans subvention et que je vais devoir le mettre dans prestation de service, mais même si Oui, c'est au service public. je Donc, m'explique. c'est pour ça que là, on va pas arriver sur du moins de 50% en fait, parce que là, du coup, on va être sur 3 000 € mais en gros, sur de la prestation de service, du coup. En fait, mais c'est que du public, c'est de la prestation de service auprès du public, mais pour l'instant, sous forme ouais, de facturation et pas de. Eux, ils ont eu des subventions pour nous, bah, pour faire appel à nous. Ouais, je vois exactement. Voilà. Mais du Quelle est ta coup. question? Si c'était, oui, si ce que je disais par rapport à la métropole, ça rentrait bien effectivement dans plus prestation de service. Mm, Donc pour ouais. l'instant, en source, j'ai que de la prestation de service et si un peu, pardon, de cotisation C'était créé euh, quand? en En là, janvier. En janvier. ouais, ça va. Donne-toi un peu ne te stresse pas trop. Donne-toi un peu le temps. Tu Bah vois, là, ça va être l'ouverture de fonctionnement. Là, je suis sur ouais, le budget de fonctionnement de la ville. Mais effectivement, là, depuis janvier, on rentrait pas ouais. dans les délais de subvention classiques, quoi. Bon, alors, je vais t'expliquer comment faire la différence. C'est retiens client-fournisseur. Mm. Ok. Une prestation de service, c'est quand tu as un devis et une facture en face, quel Ok. qu'il soit. Que ce soit un Mm. particulier, euh, la mairie, une entreprise, une association, une fondation, ça reste un client. Point. Ok. C'est tout. Bon, C'est bah, les voilà. règles. Il y a un Ok. devis, une prestation, vente de marchandises, c'est fait, facture, paiement. Subvention, tu réponds à un appel à projet, tu dois respecter des règles de mise en concurrence. Ok, ouais. Effectivement, l'argent vient du coup public. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont gagné eux-mêmes, comme ils l'ont dit, du C'est financement ça, voilà. privé. Ouais. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est ce que tu as pour le moment. En tout cas, là, tu as toutes les règles en tête. Tu sais vers quoi Ouais. c'est important d'aller. Et donc, toi, c'est l'inverse. J'ai d'autres assos qui me disent, mais moi, j'ai que la subvention publique, je n'ai pas pensé aux activités facturables. Vous êtes dans le même cas, allez sur les deux, tout Ouais, ouais, simplement. Donc, ne ouais. te stresse pas, vas-y. OK? On devrait avoir ce mois-ci une réponse d'une subvention, d'un appel à projet, donc subvention d'activité. Donc on verra. Non, mais c'est super. Déjà, d'avoir déjà une activité facturable alors que tu viens de démarrer, c'est super. Tu as les échéances en tête des subventions publiques de fonctionnement, c'est top aussi. Un conseil va plus sur l'action. Les subventions de fonctionnement sont très difficiles à voir, de plus en plus difficiles à voir. Et les subventions d'action sont plus accessibles. Souvent, les subventions de fonctionnement, je pense qu'il faut un peu bien connaître les élus et les fonctionnaires. Ça va. Ah, c'est vrai? Ah bah nickel, bah tu vois. Donc, bah, voilà, c'est pour ça que tu vas avoir du fonctionnement, bravo. Oui, Bravo. c'est eux qui nous invitent à. Enfin, oui, c'est presque sûr qu'on. Enfin, c'est plus combien. C'est juste là, c'est sur les estimations qu'on ne sait pas trop comment faire. Mais oui, oui. Ouais, bah c'est bien Ouais. ça. Ok, bah top. Bah là, donc tu vas pouvoir équilibrer ton budget, avoir du fonctionnement et de l'activité facturable. Donc c'est Mais chouette. sauf, pardon, j'avais une question. Là, je croyais que les subventions de fonctionnement, c'était qu'à l'échelle municipale. Mais en fait, il peut y avoir aussi à l'échelle Tout, départementale, régionale. tout, tout. Ok, Tu peux d'accord. avoir Ouais, ouais. municipal, donc métropole, Ouais. département, région, État. Ok. De fonctionnement. Ouais, je pensais qu'à ces échelles-là, c'était que projet. Ok. Non, vraiment, les trois types que je t'ai présentés sont universels par Ah, rapport aux chaque. subventions publiques. Ok. Donc, effectivement, Il y a tu peux d'autres faire de niveaux à la aller veille. chercher. Voilà. Il y a d'autres En niveaux à fait, aller chercher. tu vois, tu vois un entonnoir, Mm. plus c'est haut et plus il y a de l'argent. Ouais. Plus tu Et descends et moins il y a d'argent. mais plus ils sont difficiles à avoir aussi. Enfin, Complètement. ouais. C'est Mm. pour ça que quand tu démarres petit, c'est bien. Et profite de créer ton réseau et ton relationnel plus haut avant d'y aller.
C'est juste ça. Ça, là, au local, ça marche, mais parce qu'on Pour les qui- connaît, justement. Mais Ouais, mais le local, là, je vais te faire une minute politique. Le local ça est dans un change. parti. Non, 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 non. Le local est dans un parti politique qui connaît des gens du national, du départemental, du régional et de la métropole. C'est des gens qui se connaissent, les élus. Oui. Donc, à partir du moment où tu as un élu d'une couleur politique qui te fait confiance, il a son collègue qui est région, département, etc. Enfin, c'est une liste citoyenne, mais je pense qu'ils connaissent des gens quand même. Crois-moi. Moi, j'ai le printemps marseillais ici, t'inquiète pas qu'ils connaissent. Donc, n'hésite pas. C'est pour ça que l'aspect politique, de bien le maîtriser, de connaître les filons, ça aide justement. Ouais. Donc, un conseil, demande-leur. Ils connaissent. Surtout si tu apprécies. Alors là, encore plus. Alors, par rapport aux ressources humaines dans les associations, alors, bénévolat versus salarié. Aujourd'hui, tu es à combien de bénévoles et de salariés? On est à 5 bénévoles et 0 salariés. OK. 5 Donc, bénévoles actifs, hein, genre, ouais. non, mais c'est important que tu me dises actif. Parce qu'effectivement, c'est souvent eux, les membres dirigeants, entre guillemets, qui sont dans le conseil d'administration. Donc, c'est Bah, c'est important. ça. On est on est gouvernance partagée. Et on est 5 cofondatrices. Enfin, il y a différents noms, mais ouais, c'est ça. Bah, c'est super. C'est exactement les termes à employer. Donc, dès lors, donc, une association, je vais te donner toutes les règles salariales, comme ça tu le sauras. Donc, dès lors qu'une association commence à embaucher, donc c'est quand tu vas commencer à embaucher, que les salariés sont soumis au droit du travail. En fait, tu es soumis au droit du travail classique comme les entreprises commerciales. Donc, il n'y a pas de règles dissociées, sauf qu'il peut y avoir des conventions collectives de secteurs particuliers. Ce que j'ai fait, c'est que dans les ressources complémentaires à la fin du PowerPoint, je t'ai mis un lien pour savoir quelle est la convention collective de ton secteur. Donc, Ok. s'il y a, et c'est quoi, par exemple, la plus connue, c'est celle du médico-social. C'est très bien, on l'a entendu. Tu as vu comment, justement, ils essayent d'augmenter les points. Ouais. Bah, parce que c'est une convention collective spécifique pour que, par exemple, les infirmiers et infirmières soient payés plus. C'est ça, en fait. Parce qu'eux, ils dépendent d'une convention collective particulière et non du droit du travail. Ouais. C'est vraiment l'exemple le plus clair, je trouve, par rapport à la convention collective. Donc, les salariés d'une association doivent percevoir une rémunération en contrepartie d'une prestation de service. Donc, vraiment, tout ce qui est classique par rapport au monde du travail. Tu as déjà travaillé dans une entreprise privée? Oui, oui, oui. Et dans le médico-social, donc les Ah histoires oui, de donc points, tu… je connais. Ah bah, j'étais à l'UNA, l'Union D'accord. nationale des aides et soins à domicile. Donc, c'est la grosse fédération qui rassemble toutes les grosses les assos. Effectivement, même la compta n'a rien à voir. Tout est très spécifique. J'étais à l'EFS, je travaillais pour l'établissement français du sang. Donc, bah, voilà. Bon, bah, alors, tu vois vraiment, quand je te donne l'exemple du médico-social, que c'est… Ça a parlé. Ça a parlé. Bon, bah, nickel. Du coup, les enjeux RH, enfin, au sein d'une association, donc, ça cohabite les bénévoles et les salariés. C'est un point aussi important à avoir en tête parce que c'est important de faire la distinction des missions des uns et des autres et aussi de savoir qui supervise qui. L'associatif par rapport au monde de l'entreprise commerciale, le fait d'avoir des bénévoles, ça ajoute une tension humaine supplémentaire dont il faut vraiment tenir compte pour trouver le bon équilibre. Et donc, le conseil que je te donne, c'est d'avoir une clarification vraiment des missions. Combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? Là, on va en parler beaucoup plus pendant la fin de la masterclass. Mais voilà, le bénévolat est vraiment le cœur du milieu associatif, en vrai. Le nombre d'associations qui fonctionnent à 100% bénévoles, il y en a. Du coup, ce qui est important, c'est la communication, le partage d'informations, la transparence, prendre le temps. C'est vraiment que des critères humains, en fait, vraiment. Mais plus la personne sait combien de temps elle va allouer, parce que c'est du bénévolat et qu'elle travaille au quotidien, et qu'elle peut trouver justement du bon sens, et mieux elle se sentira dans l'association. Et ça, c'est votre responsabilité aux cofondatrices. Donc, comme je le disais, le droit du travail
versement d'une rémunération, prestation de service, tous ceux que tu connais de manière classique, hein, le type de contrat, les ruptures de contrat et les licenciements, le temps de travail, les congés payés, vraiment un contrat classique. Par contre, si c'est une convention collective, bien voir quels sont les critères de la convention collective pour établir les contrats de travail. Alors, c'est important d'avoir en tête que quand il y a des litiges ou des conflits par rapport aux salariés, pareil, l'association et ou l'employeur peut saisir l'inspection du travail. On a le droit de saisir l'inspection du travail. Et pareil, s'il y a des litiges au niveau juridique, c'est au sein des prud'hommes. Exactement. Alors, par rapport à cette convention collective, c'est ce que je t'ai dit juste avant, tu as différentes conventions collectives, comme les acteurs du lien social et familial, les établissements médico-sociaux. Il y en a plusieurs, mais souvent, c'est des activités spécifiques et bien axées dans le social. Ce qu'on oublie dans ESS, il y a économie sociale et solidaire. On pense souvent à l'économie solidaire, mais on ne pense pas souvent à l'économie sociale. Le médico-social fait partie de l'ESS. Toutes les actions sociales, familiales font partie de l'ESS. Et souvent, cette partie-là est d'autant plus réglementée avec la convention collective. Du coup, le bénévolat. Ah ouais, je trouvais ça cool ce chiffre. 16 millions de bénévoles en France. C'est carrément chouette. Donc, ouais, j'ai vu ce chiffre, Lionel, j'avais envie de le mettre dans le titre. Je me suis dit, il est trop cool. Ça fait du bien de le voir. Donc, comme je l'ai mis, le bénévolat par nature est une activité effectuée gratuitement. Donc, il n'y a pas de rémunération en face. Et tu as vu que si demain, Ahmed se paye 3 000 € par mois en étant président, un petit souci. Donc, l'association, justement, devient intéressée et plus désintéressée pour lui. D'accord? Ouais, donc, c'est sûr. mais du coup, ça s'applique à vous aussi, les 3/4 du SMIC. Hein. Il faut juste voter à l'Assemblée générale et dire exactement quelles sont les missions en face. Ouais. Donc, en fait, les personnes, en règle générale, elles ont besoin de se sentir utiles et ont envie d'être bénévoles pour aider une cause ou elles-mêmes se sentir bien aussi dans leur vie. En faisant, comme je l'avais dit, du sport, être moins isolé, trouver un groupe. Là, dernièrement, je me suis mis à une chorale. Je trouvais ça cool. Voilà, on chante ensemble, on est heureux, ça permet d'être en groupe. Donc, en fait, le bénévolat, quand tu n'es pas active justement, le bénévolat, tu cotises, tu adhères et tu es dans un événement différent. C'est bien de dissocier justement, tu l'as dit très justement tout à l'heure, le bénévolat actif du bénévolat non actif. Pour savoir et pour éviter aussi l'épuisement. Pourquoi? Pour éviter l'épuisement. Pour éviter l'épuisement, c'est bien d'avoir un roulement de personnes actives. Et donc, c'est à vous aussi de travailler et un peu de séduire, on va dire, les gens pour qu'ils donnent un peu plus de temps. Mais on ne peut pas donner plus de temps si on ne sait pas où on va. Et c'est à vous de montrer le chemin et la feuille de route. Donc, l'importance du bénévolat dans le monde associatif, c'est bien ce que j'ai mis. C'est une alternative essentielle pour faire vivre l'association quand on n'a pas les moyens de payer des salaires, de permettre de répondre à ces missions, puisque le projet associatif, c'est mission, vision, valeur. Je ne sais pas si tu l'as fait. Si. Ouais. Bah, c'est super, c'est trop bien. Les compétences permettent d'apporter à l'association des expertises, comme je disais juste avant, en finance, en communication, en partenariat. Souvent, ce que je conseille, c'est, tu vois, les personnes qui t'apprécient, entre guillemets, qui apprécient grave ton projet, c'est bien aussi, en tout cas, de dire, par exemple, à un financeur public ou privé qu'en mettant un ticket, par rapport, attention, au quota, hein, il peut avoir une place au conseil d'administration. Ça marche vachement bien. Mais bien écrire dans les statuts ou dans le règlement intérieur quel est le quota que tu peux délivrer à des personnes du monde privé, public. Autre chose, comme je te disais, l'expertise. Avoir des gens du monde privé qui ont une expertise informatique, financier, comme partenariat, et qui donnent du temps à l'association. Et ce n'est pas du mécénat de compétences, c'est du bénévolat de compétences, on va l'appeler. Tu vois? Et c'est super chouette de l'avoir. Autre chose, et je vais t'en parler aussi,
je le vois sur le terrain et je le lis de plus en plus, il y a des associations qui s'arrêtent complètement parce qu'ils n'ont plus aucun bénévole pour reprendre le bureau. Ouais, bah oui, j'ai vécu ça. C'est un danger et c'est pour ça Ouais. que c'est important de nourrir et d'avoir plusieurs personnes actives pour justement éviter la fin de l'association aussi. Mm. Donc, c'est pour ça que le bénévolat dans l'associatif, c'est le cœur. En fait, c'est le cœur de l'association. Sans bénévole, l'association n'existe plus légalement, hein, en fin de compte. Alors, les membres du CA sont obligatoirement des bénévoles, donc cela participe donc à garder l'association active, c'est ce que je disais juste avant. Il y a aussi plein de manières d'avoir une motivation des bénévoles. Ça vient de leur engagement désintéressé, d'une quête de sens, d'avoir un développement personnel en dehors du monde du travail. Et c'est pour ça que c'est essentiel que tu restes à l'écoute, de se rendre disponible. Et il y a aussi un point, c'est de les contacter régulièrement, mais pas trop non plus. Mais mine de rien, de les contacter régulièrement. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre les deux. Et ça leur fait du bien. Ils sentent le sérieux et le professionnalisme. Souvent, on dit qu'une association n'est pas professionnelle. Donc, plus tu rends ton association professionnelle en ayant des cadres et que ce soit bien écrit, et tu vas encore plus fédérer les gens autour de ton association. C'est essentiel. J'avais réussi pendant, je te parlais juste avant d'une campagne en tant que directrice législative. Il fallait que je fédère une centaine de bénévoles pendant 4 mois. Je peux t'assurer que ça m'a pris autant d'énergie de fédérer les bénévoles que de bosser tous les autres sujets. Mais on les a gardés pendant les 4 mois. Mais pour les garder, il faut justement régulièrement faire des cafés. Donc, c'est de l'énergie en fait. Il ne faut pas minimiser le temps sur le bénévolat. C'est vraiment de l'énergie. Alors, comme j'ai pas mal fait le Zoom avant, je vais continuer sur le bénévolat vu que je suis lancée avec toi. Donc, il y a le recrutement et l'intégration. J'ai trouvé que ce récap est vachement intéressant de pourquoi utiliser des fiches de poste. C'est vrai, comme je te disais, qu'il y a vraiment la limite entre eux. Il faut que c'est trop carré, que c'est pas assez carré. Trouver le juste milieu, mais mine de rien, si tu es transparente, que c'est clair, que tu as des fiches de poste où justement, quand tu recrutes les bénévoles pour les motiver, ils savent exactement qu'ils peuvent se projeter sur des missions, que c'est cadré, qu'ils savent combien de temps ils peuvent passer dessus. C'est bien pour eux, c'est bien pour toi. Ça dissipe beaucoup de doutes parce que mine de rien, les doutes peuvent arriver très vite parce que c'est l'humain plus, quand on est dans le bénévolat, et de se sentir suivi et accompagné par les cofondatrices et cofondateurs. Mine de rien, quand on est bénévole, il y a un besoin de reconnaissance, soyons clairs. Et le besoin de reconnaissance, il vient des membres dirigeants. Donc, de trouver ce moyen de poids, de mesure. Et je pense que c'est un temps où vous devez écrire votre stratégie. Mais après, je pense que quand elle est mise en place, la procédure peut être fluide. Donc, c'est pour ça que je te disais, trouver le juste milieu entre ne pas rendre ça trop anxiogène et pas trop libre. C'est vraiment le truc important, quoi. Donc, en fait, par rapport aux bénévoles, c'est bien aussi de leur apporter une formation. Je sais que tu as des structures, comme je l'ai mis, comme la CRES, la maison des associations, tu as aussi des espaces associatifs qui permettent, qui proposent des formations pour les bénévoles sur différents sujets techniques. Et du coup, ils peuvent apprendre. Ouais. Pardon, c'est gratuit du coup? Oui. Enfin, pour les faire. Ok, Oui. je ne connaissais pas. Oui. C'est pour ça que c'est cool En tout cas, moi, ce que je connais mieux, c'est la maison des associations. Et je sais que la maison des associations, pour adhérer à Marseille, c'est 50 € l'année. Et tu as le droit, par exemple, à avoir, je ne sais plus, 3 à 6 heures de bureau gratuit par semaine. Une grande salle, mise à disposition de salles, d'experts. Oui, Et du coup, ils proposent aussi des formations, des réunions, pas mal de choses. Donc, en fait, si toi, tu as accès aux différentes formations gratuites pour des associations et qu'ils se sentent formés, ça peut être aussi un point positif de motivation et de fédération des bénévoles.
OK. Non, je connaissais pas pour l'instant. Effectivement, on proposait des formations bénévoles, mais c'est des bénévoles qui formaient d'autres bénévoles, quoi. Donc, c'est bien sûr d'avoir Exactement, c'est ce de que l'aide j'allais te extérieure. dire. Il y a aussi, ouais, c'est Mmh. exactement ça. C'est bien que les bénévoles forment, mais si tu cherches un peu, ils peuvent avoir aussi OK. accès à des réunions professionnelles. Ah super, je sais. Et mine de rien, si on fait un peu de veille, il peut y avoir des masterclass en visio, Mmh. des accès à des outils de gestion, toutes les manières de trouver, de former gratuitement les bénévoles, ça sera un plus pour toi en fait. Mmh mh. Bah, Mais oui, oui, parce qu'à un déjà, moment, les bénévoles, c'est déjà, enfin, le burn-out bénévole, c'est quand même assez présent, quoi. Donc, effectivement, c'est un sujet. Et moi, personnellement, les burn-out bénévoles, je les vois parce que les gens ont vraiment un besoin de quête de sens plus, et on les laisse faire. Et il y en a qui ont un burn-out bénévole parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on revient sur le sujet, par exemple, des fiches ou du mmh mh. cadrage. Plus tu cadres et mieux les personnes sauront quoi faire où, et justement qu'il n'y ait pas trop ce burn-out. Mmh mh. Après, j'ai pas la science infuse, mais effectivement, le burn-out bénévole est effectivement très connu. Mais il n'y a pas, pour moi, de responsable. Tout le monde est concerné. Non, bah, je pense dès que c'est enfin, même si c'est pas bénévole, j'ai l'impression que ceux qui travaillent dans l'ESS, comme il y a vraiment, quelque chose auquel on tient avec, des enjeux, derrière, bah, on donne toute notre énergie et des fois, on sait pas quand il faut s'arrêter pour nous. Je Exactement. Et peut-être que le top, c'est de nous-mêmes leur dire: «Stop, arrête, Ouais, ouais, fais autre chose. c'est C'est ça, bon, tu as passé le temps alloué, tu as fait ta mission, allez!» Tu vois? Mais oui, complètement. Il y a le don de soi plus. Alors, par rapport, je vous ai mis, alors je suis obligée de dire truc très bizarre, sinon je te vous vois d'un coup. Du coup, ça va être sympa, la vidéo, Lionel. Chaque personne va croire que je leur parle à eux. Donc, du coup, Oui, c'est idéal. c'est idéal. En fait, il faudrait tout le temps tutoyer, parce que la rediff serait top, quoi, et animée. Du coup, je t'ai mis des exemples de logiciels pour gérer les RH dans ton association. Mais il y en a, c'est aussi des logiciels qui permettent de gérer plein d'autres sujets. Les plus connus pour les petites assos, c'est Asso Connect, Hello Asso et ouais, PepsUp, qui sont vraiment pour les petites assos. C'est vraiment cool. En plus, Hello Asso, tu peux mettre une billetterie, tu peux ouais, c'est avoir les cotisations, les adhésions. Ouais, t'es déjà dessus. à fond, à fond. Bon, bah Bah, voilà. c'est gratuit, quoi, donc c'est bien. Ah ouais, C'est gratuit, ça fait tout. Je fais ça exactement. moi Ma aussi. PepsUp, c'est gratuit aussi. Tu vois, j'ai mis ma cotisation, c'est gratuit aussi. Donc vraiment, il y a 3 modèles au début, j'ai mis qui sont payants, et 3 modèles gratuits. Mais oui. Donc, Hello Asso, je trouve qu'ils évoluent à chaque année de mieux en mieux. À chaque fois, ils rajoutent des nouveaux sujets, donc c'est vachement intéressant. PepsUp, c'est cool aussi pour les clubs sportifs. Donc, voilà. Et j'ai mis aussi un logiciel de gestion des bénévoles. Donc en fait, ce logiciel, je réalise que j'ai complètement oublié. Ah sinon, il y a écrit. Ah, j'aime pas. Il y a écrit en haut à gauche, Recruiter. Recruiter. Donc, bah, Ouais, recruter, hein, je vais te dire. Donc c'est un logiciel de gestion des bénévoles, donc pour faciliter les organisateurs. Tu vois, j'ai fait exprès de laisser, qu'on voit qu'il y a le Delta Festival, qu'il y a les Solidays, qui eux, en fait, du bénévole, ouais. la gestion de ces bénévoles, c'est parce que grosse gestion Ouais. des bénévoles. Et là, pour le coup, je pense que ceux qui coordonnent les bénévoles peuvent avoir un gros burn-out parce qu'il y a énormément de bénévoles. Donc, quand tu organises des festivals, Mmh. des événements comme ça permet vraiment de faciliter, tu vois, la mi-création de postes, recrutement des futurs bénévoles, comment tu affectes les bénévoles sur quel poste, les aider à avoir une communication fluide. Trop bien. Donc, c'est bien d'avoir cet outil en tête quand on arrive à un stade où les bénévoles, ça peut être plus un épuisement qu'autre chose. Et là, ça peut être un outil Mmh. qui peut t'aider. Une question, pardon, c'est gratuit? Je ne sais pas. Non, je ne pense D'accord, pas. bah, j'irai Je ne pense ouais, pas. parce que Je ça pense m'aurait pas. été bien utile dans une autre asso parce que tout était fait à l'Excel, donc là, Ouais, je je pense pas parce qu'il y a écrit ça réserver m'embête. une démo. Et en général, Ah quand on d'accord. réserve une démo, c'est payant. C'est pas OK. Bah, faut voir, OK, mais c'est bon à savoir Bah, que ça teste la existe. démo déjà, peut-être Ouais, à voir, hein. ouais, c'est bon à savoir. Euh, Ensuite, j'ai mis aussi les outils de communication interne que tu dois connaître. Ouais, Un conseil que je donne, c'est évitons les mails. ouais,
évitons le spam des mails parce que là, ça fait un épuisement aussi psychologique. Donc, les 2 outils les plus utilisés en vrai, c'est le WhatsApp. En plus, aujourd'hui, WhatsApp a créé la communauté. C'est vrai que c'est mieux. Donc, tu as ta commu et tu as les sous-groupes dedans. Après, pour aller plus loin, tu as Slack où tu as les canaux et dedans, tu peux enregistrer les fichiers. Ça va encore plus loin. C'est un Drive. Et là, je ne l'ai pas mis, et tu as Drive en fait aussi. Je ne jure que par Slack. Ah, bah voilà. C'est bien, à chaque fois, je vise dans le mille avec toi. Donc, on a Hello Asso, Slack, bon, bah nickel. Donc, voilà. Donc, j'allais te dire, tu peux conseiller aux autres assos présentes que ça marche bien. C'est génial pour éviter pour qu'on sache retrouver l'information au bon endroit et faire les sous-groupes qu'il faut, archiver quand il faut. Maintenant, en plus, il y a les catégories où on peut faire vraiment par projet. Non. Et on peut demander, parce que je crois qu'il est payant et il faut faire une demande. Maintenant, ils ont compliqué. Avant, c'était plus facile. Pour les assos, on peut l'avoir gratuit, on peut l'avoir la version premium où ça s'efface pas au bout de 90 jours. Mais c'est un peu laborieux. Faut prouver qu'on est une asso à titre lucratif. Mais après, on a accès à la version premium gratuitement en tant qu'asso. Donc, c'est chouette. Voilà. Une info, un scoop en direct. C'est écrit en tout petit, hein. Faut le chercher, mais ça existe. Super, bah écoute, merci beaucoup pour l'information. Du coup, je vais revenir, hop là. Alors, du coup, on va passer un petit cas pratique ensemble. Mais on l'a fait, toi et moi, mais je vais quand même te poser la question. Et surtout, je vais m'arrêter sur cette slide pour que les personnes qui revoient la vidéo puissent faire ce cas pratique de son côté. Donc, de partager les enjeux RH de vos associations. Quels sont les défis que vous avez rencontrés et les solutions trouvées? Est-ce que tu as un retour d'expérience, Marie? Bah là, enjeu RH, on l'a eu par rapport aux bénévoles, dans le sens où notre asso, c'est en santé sexuelle, en sensibilisation, et du coup, en tant que cofondatrice, on est toutes dans ce milieu-là, on a toutes été formées. Donc, par exemple, les prestations qu'on fait gratuitement ou facturées, c'est auprès de publics. Enfin, ça s'improvise pas parce qu'on touche quand même à des problématiques biologiques, psychologiques, etc. Et donc, on cherchait à trouver la place que pouvaient avoir des bénévoles non formés à ces problématiques, comment on faisait pour est-ce qu'on les forme, enfin les faire monter en compétences. Donc ça, c'était notre enjeu. Enfin, quelle place pour les bénévoles pour l'instant dans l'asso? Et donc, on a fait effectivement, on a listé les missions, on a fait des fiches de poste, mais qui du coup sont plus sur la com, parce qu'en plus, enfin, on n'est pas du tout dans la com. Donc voilà, s'il y a plutôt des bénévoles qui géraient le côté com, tout ce qui est plutôt événements, on fait des ciné-débats, arpentage qui n'ont pas besoin on va dire, d'une accréditation ou enfin de formation professionnelle. Donc comme ça quand même, ils peuvent participer à la vie et aux événements. Voilà, on a défini des postes et on a fait des fiches de poste. Voilà. Mais on n'a pas encore résolu le fait que des gens puissent venir dans l'asso pour faire ce qu'on fait, mais sauf que c'est des formations de 1 ou 2 ans. Et voilà, on ne sait pas trop encore comment gérer ça. Si ça fait un peu bizarre de leur dire, bah, allez vous former ailleurs, parce que nous, là, on n'a pas le temps de vous former. Pour une fois que vous êtes formé, vous pouvez le faire. Enfin, bon, c'est pas encore résolu ça. Ok. Je sais pas si. Ouais, non, c'est très clair. Lionel, tu as envie de rebondir? Non, En non, fait, écoute, c'est clair, c'est très très clair. petite Après, question, effectivement, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme solution? Vers quelle structure ils pourraient aller pour eux-mêmes se faire former peut-être? C'est ça la question que je me pose, mais je connais pas bien le secteur. Bah, on les renvoyait, effectivement, on est en parallèle on fait pas exactement la même chose, mais ce que peut faire le planning familial, par exemple, je pense que vous connaissez, voilà. Donc, on les renvoie vers d'autres assos parce que dans ce milieu-là, il y a presque que des assos. Mais c'est souvent des formations payantes. Voilà, on nous le demande souvent et on est un peu désolé de dire, bah, pour l'instant, on peut pas vous faire intervenir. On dit, on va essayer de faire des micro-trucs, mais pour l'instant, c'est un peu.
Je suis pas contente, je suis pas satisfaite de la réponse qu'on leur donne en tout cas quand ils viennent nous voir. Donc effectivement, on les renvoie vers d'autres. On dit mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire dans l'assaut. Des personnes sont très contentes parce que c'est pas, elles cherchaient pas à intervenir. Des personnes n'est pas forcément ça. Mais pour celles qui venaient chercher ça, bon, elles sont un peu déçues ou insatisfaites. En tout cas. Peut-être que Lionel, tu as des pistes, je sais pas. Ouais, écoute, nous étant également association, Live for Good, hein, il y a énormément de sollicitations via les réseaux sociaux et beaucoup de parasitages qui sont liés au fait il s'agit souvent de prospection commerciale mal ciblée et c'est extrêmement chronophage pour les responsables d'associations ou les responsables d'équipes au sein des associations qui sont sursollicités avec des prestations qui sont des prestations en dehors des possibilités financières des associations. Dans notre cas, par exemple, nous sommes sursollicités par des organismes qui proposent des solutions pour les grandes écoles ou pour les universités, alors que l'E4Good reste à son échelle une petite association avec des moyens financiers certes importants, mais limités par rapport à ces grandes institutions. Donc il s'agit de faire le tri dans tout ça. Ça n'empêche pas de temps en temps d'identifier des talents, des personnes qui ont envie de partager leur savoir sous une autre forme, telle que du mécénat de compétences, telle que du pro bono ou des prestations qui peuvent être proposées malgré tout à côté ou dans le cadre d'une politique de ces grandes institutions qui proposent leurs services aux écoles ou aux universités en ce qui nous concerne. Voilà. Merci Lionel. Et Marie, effectivement, peut-être vous poser et construire différentes choses où que les bénévoles pourront être là, peut-être organiser des permanences pour récupérer les questions, organiser des événements, donc peut-être trouver des partenaires. Donc effectivement, tout ce qui peut être autour et faire vivre votre projet, mais pas avec la technicité que vous avez. Mais je pense que vous pouvez peut-être proposer des choses pour que les gens se sentent au sein de présents dans l'association. Tu vois. Bah, on est parti sur les amènent... apéros et que les gens puissent voilà, choisir un film, un livre qui fait qu'ils sont un peu impliqués et mettre d'eux-mêmes, quoi, parce que j'ai l'impression que, comme tu disais, c'est ce qu'on vient chercher aussi dans l'assaut, de un peu mettre sa patte aussi. Donc, bon. Ça marche. Alors, le deuxième cas pratique, qui est plutôt un zoom sur le bénévolat pur, c'est qu'il peut y avoir des gestions de crise. Ne minimisons pas le fait que quand on est dans une association, il peut y avoir des crises liées au bénévolat dans une association. C'est important d'en tenir compte parce que je rappelle, c'est des personnes qui sont humaines, qui vont mettre de leur temps personnel et la manière dont ça va être géré, ça peut amener vers des crises ou pas. En tout cas, on va prendre un cas pratique d'une crise où j'ai mis, par exemple, l'absence ou la faiblesse de transparence dans la gestion de l'association. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants des assos donnent des bribes d'infos que quand ils ont besoin des bénévoles. Et que le reste du temps, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de lien. Et donc, utiliser les bénévoles, ça peut amener vers des crises. Et en plus, ce n'est pas cool. Donc, se dire qu'OK, les bénévoles sont là pour co-construire le projet et la gestion quotidienne, mais faire très attention dans la manière dont il y a la transparence des infos. Par exemple, j'ai été dans une association où tous les mois, le conseil d'administration se réunit et on n'avait jamais de compte-rendu de réunion. Jamais. Rien. Juste, on apprend que d'un coup, on doit faire ci, on doit faire ça. L'information ne descend pas. Ça a attendu beaucoup les gens. Et ça a amené vers une crise. Voilà. Moi, c'est mon retour d'expérience. Je ne sais pas si vous en avez à partager. Non, de mon côté, j'ai pas eu j'ai co-créé de grosses associations. La transparence a toujours été au cœur de l'association, ce qui évite, en fait, ça évite énormément de problèmes et ça évite, c'est à mon avis aussi le meilleur rempart contre les actions malveillantes de rumeurs
qui, même si on est dans un monde associatif à vocation sociale ou environnementale, peuvent être lancés contre l'association. Plus tu es transparent, en fait, Marie, dans ta pratique, dans ta gouvernance, moins, en fait, d'éventuelles personnes ou organisations malveillantes n'auront d'emprise sur ton association. Voilà. Tu ne seras pas en réaction. Et ça, c'est extrêmement important. Non, bah, merci. Je partage, parce que c'est les expériences que j'ai eues aussi, j'ai l'impression que c'est ça, quand il y a des décisions, des orientations strictes, on va dire, ou des changements de cap qui arrivent, en fait, j'ai l'impression souvent ils sont mal reçus parce que les bénévoles n'ont pas été préparés ou consultés pour cette information. Et des fois, ils sont un peu dans la réaction, voire dans le rejet, puisque c'est un changement. Donc, tout changement, souvent, faut la période d'adaptation. Et des fois, si on avait parlé aux bénévoles avant, qu'on leur avait expliqué les raisons du pourquoi, du comment, que on décidait, ça se trouve, ça aurait été, enfin, dans la plupart des cas, ça aurait été accepté. Alors que là, ça leur tombe dessus, on a un rejet, et après, on essaye de leur expliquer, mais on voit qu'il y a. Enfin, c'est un peu trop tard, en fait. Donc, ça nous a. Enfin, dans d'autres assos, j'étais, ça arrivé plusieurs fois. Donc, j'essaie d'éviter. Alors, Reproduire. c'est pas tout à fait un modèle Ah, associatif, mais j'ai dirigé pendant plus d'une quinzaine d'années un réseau coopératif, qui est donc l'un des modèles historiques de l'ESS, qui était composé de 400 magasins en France et en Suisse dans l'optique médicale. Et la règle que l'on s'était fixée, qui a considérablement facilité des gros changements stratégiques et qui a mis la gouvernance, un conseil d'administration, qui était donc des membres élus par leur pairs. C'est un modèle où tes clients sont en fait tes dirigeants, sont les membres du conseil d'administration. On a mis en place un système, enfin j'avais mis en place un système extrêmement simple qui était une consultation préalable des adhérents dans l'ensemble des régions et à moins de 90% de votes favorables d'une décision stratégique ou opérationnelle majeure nécessitant un engagement financier majeur de la part de la coopérative, la solution n'était même pas soumise au vote du conseil d'administration. Ce qui veut dire que le conseil décidait dans un fauteuil. Dans le cas contraire, dans des modèles tels que ceux-là, tu peux perdre tous tes adhérents en une fois. C'est-à-dire que ton association, ta coopérative disparaît parce que tout le monde a démissionné et que tu te retrouves finalement sans force vive dans ta structure. Donc c'était peut-être un peu jusqu'au boutiste, 90%, mais ça a permis d'aller très très vite et de changer radicalement la stratégie de cette coopérative en sécurisant au maximum la pérennité de la coopérative. Ok. Merci pour ce retour d'expérience. C'est clair. Top. Bon, bah, du coup, pour la conclusion, puisque là, on arrive bientôt à 2 heures de partage d'informations. Donc, du coup, pour rappeler les points essentiels, comme je disais, le cadre, c'est vraiment les aspects juridiques. Donc, je vous ai communiqué les étapes par lesquelles vous pouvez passer pour créer votre association. Ensuite, pour sa gestion courante par rapport à la gouvernance, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à élaborer une assemblée générale, un conseil d'administration si vous le souhaitez, ainsi que les financements de l'association. Donc, vous avez le camembert qui est disponible, où il y a la diversification des financements qui est là. N'oubliez pas que la gestion de la trésorerie, c'est vraiment le point essentiel à avoir en tête, de bien rester une association à but non lucratif, de vraiment garder l'aspect désintéressé et en résumé, de rester d'intérêt général. Ensuite, faire attention par rapport aux ressources humaines, salariat vs bénévolat, de bien tenir compte que le salariat, c'est tout comme une entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, même si c'est une association avec des objectifs, des missions, des valeurs sociales et solidaires, ne pas perdre de vue que le salariat, c'est le droit du travail et qu'il faut être très carré professionnel. Ne pas rater les différentes étapes de recrutement, de fiches de paie, etc. C'est important d'avoir en tête que le côté salariat, c'est très strict comme dans le monde de l'entreprise privée, mais en même temps, on n'applique pas les mêmes règles dans le bénévolat où c'est important, comme on l'a partagé là avec Lionel et Marie,
de bien avoir une gestion de bénévolat, d'écoute et de proximité. Est-ce que vous souhaitez dire un mot de la fin? Je vais juste partager la bibliothèque avant. Donc voilà, je vous ai partagé des ressources complémentaires, donc des sites spécialisés. Donc le site gouvernemental des associations, franchement, il est super bien fait. On y trouve tout. Le site de ESS France, donc le ESS France regroupe toutes les CRES, donc les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ainsi que le lien pour trouver sa chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Vous avez le lien. Les formalités administratives d'une association, même si je vous les ai écrits au sein du support pédagogique, je vous ai mis le lien du gouvernement pour avoir encore plus d'informations. Le modèle des statuts, les fiches pratiques pour la rédaction des statuts, un exemple de règlement intérieur également. Bon, je pense qu'on l'a compris, j'aime aller sur le site officiel du gouvernement. Je ne vais pas sur les sites XY, des blogs, tout ça, sauf si c'est pour avoir une lecture complémentaire, mais d'un point de vue juridique, je vous conseille, autant avant, ils n'étaient pas super, les sites officiels du gouvernement. Franchement, aujourd'hui, ils sont super intéressants, ils sont super bien faits. Et surtout, rappelez-vous que ça vous permet d'avoir les dernières réglementations et d'être en règle. Par exemple, le seuil des 76 000 € vient d'être changé, alors que c'était avant 73 000 €, il y a 4 mois. Donc, mine de rien, d'aller régulièrement aussi sur ces sites, c'est bien aussi de rester informé régulièrement et d'avoir accès aux ressources financières d'une association. Pour plus d'informations, vous avez le site aussi. Vous avez deux liens vers des guides juridiques. Je vous ai mis l'association.gouv, mais je vous ai mis aussi Legal Start, qui est de mieux en mieux. Donc, c'est pas mal les informations qui sont partagées sur la partie juridique. Je vous ai mis aussi le lien pour trouver la convention collective de votre secteur d'activité. Les ressources humaines par rapport aux fiches de poste pour les bénévoles. Grâce à ce lien, vous avez des exemples de fiches de poste pour responsables juridiques, communication, etc. Et enfin, un outil digital que beaucoup d'associations connaissent parce que nous-mêmes, nous cliquons sur des liens Helloasso pour acheter un billet, pour aller à un événement. On l'a tous fait, je crois, aujourd'hui. Donc, tout ce qui est billetterie, adhésion, collecte de dons, accès à la plateforme Helloasso. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Lionel et Marie? Moi, je vous dis merci. Merci. Je rajouterai une petite chose, Basma, par rapport à un risque que l'on évoque assez peu souvent, mais qui est un risque de prise de contrôle de son association par des tiers. Et de revenir juste 2 minutes sur deux articles qui sont extrêmement importants dans les statuts. Je sais que j'ai toujours apporté un soin très, très particulier lorsque j'ai créé des associations à ces articles-là. C'est la nature de la composition de l'association avec les distinctions entre, par exemple, des membres actifs, des membres invités et des membres d'honneur. Qu'est-ce qui caractérise en fait chacune de ces catégories? Est-ce que l'on accepte que les membres de l'association soient des personnes physiques et ou des personnes morales qui, à ce moment-là, sont représentées par leur représentant permanent? Ça, on va dire que c'est sur les règles de composition et donc les différentes catégories et qu'est-ce qui caractérise chacune des catégories. Et bien sûr, ensuite, chaque catégorie n'a pas les mêmes devoirs et n'a pas les mêmes droits, par exemple au niveau des votes en Assemblée générale. Et puis sur les règles d'admission, est-ce qu'il faut être parrainé? Est-ce qu'il faut être parrainé par un membre actif ou un membre invité? Enfin, généralement, c'est un membre actif. Est-ce qu'il faut être également parrainé par un élu du conseil d'administration? Enfin, tout ça sont des articles qui, dans la constitution des statuts de l'association, permettent de prévenir les risques d'une désappropriation de son association. On y a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on y a mis son cœur, ses valeurs, et il peut arriver qu'une association finalement qu'elle soit victime d'une OPA agressive, d'une prise de contrôle. Et en fait, on se protège assez facilement si on travaille bien sur ces statuts en amont. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais préciser. Donc, toujours de quand même faire vérifier ces statuts par un juriste en soulevant ce point lors de la création de l'association, ce qui permet ensuite de dormir tranquille.
suis complètement d'accord avec toi, Lionel. Mm. Et pareil, dans des structures comme la Maison des associations, il y a des permanences juridiques gratuites. Je crois que j'ai vu Anne-Claire revenir. Ouais, non, mais je suis là depuis le début, Ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je vous est-ce que écoute. tu veux dire un mot de conclusion? Non, bah, trop bien. Bah, merci, Basma, pour toutes ces infos. C'était super clair. C'est vrai que souvent, il y a pas mal de petits doutes. Bon, bah, Ouais.